Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus en grand nombre. Cet entretien a lieu dans le cadre du Français s'affiche, qui est une initiative qui vise à promouvoir notre belle langue française. Et j'ai pensé à Catherine Dorion pour ce faire. Donc, il y a des prix de présence. Nous aurons 3 essais à faire tirer à la fin de l'entretien. Vous pourrez les faire signer également si ça vous intéresse. Et il y aura une période de questions. Je ne vais pas la garder juste pour moi. Je vais partager. Donc, à la fin de la période, je vais garder quand même un bon 30 minutes, sinon plus, là, pour vous permettre de poser vos questions. Pensez-y, gardez-les en tête, notez-les s'il faut, mais vous aurez cet espace-là à la fin. Et donc, aussi, je veux juste aviser que Catherine et moi avons décidé de nous tutoyer. Donc, ne faites pas le saut. C'est peut-être de bon ton de se vous voyer, mais on s'est dit qu'on aimait mieux se tutoyer toutes les deux. Alors, voilà. Bienvenue, Catherine Dorion. Je veux juste vérifier que mon sel est éteint. Ouais, parce que là, ça serait gênant. OK. Merci, bon, merci. J'ai fait attention, moi aussi. Oui. Donc, merci à vous d'être là, en passant. C'est plus le fun quand il y a du monde. Alors, tu te passes de présentation. J'ai quand même parlé un petit peu de toi avant de commencer les questions. Tu as eu beaucoup on pourrait dire, de cordes à ton arc, si je peux m'exprimer ainsi. Tu es chroniqueuse, tu as écrit des articles, puis je pense que tu écris des articles dans Liberté, l'Action nationale. Il y a eu le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Tu as collaboré à l'émission aussi Plus on est de fous, plus on lit à Radio-Canada. On en a parlé un petit peu dans la voiture tout à l'heure. On en reparlera sûrement tantôt aussi. Tu es comédienne, je pense en avant-plan de tout. Hein? Tu es comédienne, tu as joué dans L'Auberge du Chien Noir, dans plusieurs pièces de théâtre. Autrice, nous avons quelques-unes de tes œuvres en présentation à l'avant. Donc, je pourrais parler des Luttes fécondes que tu as écrit en 2017, qui est ton premier essai, que j'ai déjà enseigné également. Tu as écrit un roman jeunesse, un recueil de poésie et ce dernier essai en 2023 dont nous parlerons principalement aujourd'hui, Les Têtes brûlées, carnet d'espoir punk. Tu es artiste, ça, on le découvre très bien dans l'essai. Tu as co-réalisé l'œuvre de cinéma Vérité renouée, qui est disponible gratuitement en ligne. C'est facile à regarder, en fait, facile à obtenir, c'est ça que je veux dire, mais aussi c'est très beau. C'est là où tu mets la beauté du territoire en avant-plan. Tu prends le temps d'aller parler aux citoyens, citoyennes. C'est très beau. Et tu prépares en ce moment une pièce de théâtre sur la démocratie intitulée Sciences Po 101, traité d'insoumission à l'usage du vrai monde. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, peut-être? Oui. Par rapport aux chroniques puis participation aux médias, c'est quelque chose maintenant que je fais plus. Là. Je faisais ça quand j'étais comédienne. Je le fais un petit peu si le chèque est intéressant, mais c'est vraiment juste pour payer mes comptes. Fait que c'est plus... le milieu médiatique n'est pas un milieu qui m'attire, auquel j'ai envie de participer nécessairement. Le livre, par contre, puis les salles de théâtre, c'est vraiment autre chose. Fait que la pièce de théâtre Sciences Po 101, c'est une pièce de théâtre que je fais avec un auteur-créateur de Québec. On est donc 2 auteurs-créateurs comédiens qui s'appelle Vincent Massé-Gagné, puis qui accessoirement a été mon attaché politique au bureau de comté de Tachereau pendant 3 ans. Fait que lui, c'était comme le gars qui s'occupait des dossiers culture. C'est ce que je lui avais demandé de venir faire au bureau. Puis on a vraiment vécu ensemble. Notre bureau était organisé de façon vraiment très anarchique. Là. Il n'y avait pas de boss avec des... On était vraiment une équipe. On se demandait à chaque semaine c'est quoi nos priorités, qu'est-ce qu'on veut pas faire, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis il a traversé avec moi toute la houle, puis toute la tempête, puis toute la marde aussi, et la beauté de ces 4 années de mandat. Fait que ensemble, on crée à partir de ça, mais on parle pas, comme dans Les Têtes brûlées, de ce qu'on a vécu. On se sert de ça pour se projeter dans l'avenir. La question du show, c'est y a-tu de l'espoir? Est-ce qu'on en a? Si on en a plus, est-ce qu'on peut en retrouver, puis par où? Puis c'est un show immersif, c'est un show où on fait parler le public, on fait des sondages avec le public, on les fait s'exprimer avec leur téléphone qui nous envoie des affaires. C'est vraiment trippant. C'est mis en scène par Alexandre Fecteau, puis c'est à partir de février 2025. Puis j'ai vu qu'il un peu partout au Québec. Il y a des dates à Montréal et tout ça. Tu vas faire les dates sont en train de se vendre un peu partout, fait que ça se peut qu'on vienne même à Longueuil. On va sûrement se revoir.
Et aussi, tu as été, là, je parle au passé, on en reparlera, mais en tout cas, tu as été politicienne. On va voir ça. Bon, il y a eu d'abord Option nationale et tu as été élu, on le sait, dans la circonscription de Tachereau pour le Parti Québec solidaire de 2018 à 2022. Alors, on voit que tu as touché à tout. C'est inspirant parce qu'on parle à des jeunes qui sont devant nous puis qui savent peut-être pas trop dans quoi s'en aller dans la suite des choses, mais on voit qu'il y a une possibilité de détour. Hein? Il y a plusieurs détours possibles et puis c'est tout de même, tu t'es épanoui dans plusieurs choses. Dans ton essai, tu parles de ton parcours à l'Assemblée nationale, beaucoup, en grande partie. On voit que ça n'a pas été de tout repos, loin de là. Tu en es même sorti, on pourrait dire, meurtri. Tu étais exténué, tu ne le caches pas du tout. Tu as vécu de l'anxiété. On pourrait même dire que tu étais au bord du burn-out. Comment ça va? J'aimerais commencer par ça. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu exclus la politique pour toujours aussi? C'est un peu deux volets à cette question. Aujourd'hui, ça va vraiment bien. Justement, l'écriture d'un livre, c'est vraiment thérapeutique. Il y a beaucoup de monde qui écrivent parce que quand ils se sentent pas bien, c'est un peu comme aller chez le psy. Quand tu vas chez le psy, dans le fond, tu blablates quasiment tout seul pendant 50 minutes. Un livre, écrire un livre, c'est sortir des choses, puis après mettre ça en forme, puis après voir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui est un détail. Puis c'est, moi, d'un point de vue de vraiment digérer des traumas, là, ça a été... une thérapie très, très, très efficace. Le fait de le sortir aussi, c'était... il y a eu une grosse réaction des médias qui allait jouer directement. Là, on t'a expliqué un peu mon parcours, mais tu sais, pour ceux qui savent pas trop, quand j'ai été élue en politique, j'étais élue comme la fille, l'artiste du centre-ville de Québec. J'étais une espèce de petite vedette locale. J'étais connue pour parler une langue très franche, très québécoise, pas me cacher, puis être vraiment pas fake, dans le fond. Fait que je me voyais vraiment pas arriver à l'Assemblée nationale puis devenir quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était juste impossible. Toutes les gens qui avaient travaillé à mon élection, tous les gens qui voulaient que cette forme-là, que cette vérité-là, que cette représentativité-là aussi, où j'étais une fille du centre-ville, classe sociale plutôt basse, qui gagne pas cher, qui a un look populaire. Puis bon, tu sais, c'est ça qui avait envoyé à l'Assemblée nationale, tous ces gens qui m'avaient aidé à faire campagne et à faire un mini-mouvement dans la ville de Québec. Fait que moi, en fidélité à ça, puis parce que aussi ça allait avec mes valeurs, je me suis dit, je ne vais pas me changer du jour au lendemain. Fait que j'ai décidé de continuer à parler comme je parlais, c'est-à-dire comme je vous parle là, rien de si crotté que ça, mais c'était juste pas le langage politicien qu'on entend jour après jour à la télé, puis qui veut rien dire, en fait. C'est un langage on dirait que c'est fait pour nous perdre, pour nous faire croire que la politique, c'est compliqué, alors que c'est pas du tout compliqué, la politique, hein. C'est l'histoire, la politique, c'est le pouvoir dans les sociétés. On sait tous c'est quoi le pouvoir. On en a vécu avec nos boss, on en a vécu avec des chums, on en a vécu avec nos parents plus jeunes, on en a vécu avec des profs. On sait tous c'est quoi un pouvoir qu'on est capable d'accepter puis un pouvoir qu'on a envie de rejeter. C'est simple, la politique. Mais on nous fait croire que c'est compliqué parce que le langage est codé de manière à faire fuir tout le monde ou à emmerder ou à endormir tout le monde. Moi, je voulais pas faire ça. Puis même chose avec l'apparence physique. Fait que ça a été juste le fait de tenir à ces deux choses-là. Avant même que j'ai commencé à dire que le troisième lien, c'était de la merde, et autres trucs qui n'avaient pas d'allure, ou de dire que les médias jouaient un rôle politique que personne ne pointait jamais du doigt, comme s'ils n'étaient pas là, alors qu'on les voit jour après jour nous dire quoi penser, puis que c'est très, très, très politique, puis que certains animateurs, chroniqueurs ont bien plus de pouvoir que des députés élus, tu sais. Donc, avant même que j'aille commencer à parler de ces choses-là, le seul fait que je sois comme ça puis que je parle comme ça, c'était un problème pour l'élite politico-médiatique et on me l'a fait payer cher. Pendant 1 an et demi, j'ai reçu d'en face une couverture médiatique qui était, je dirais, militante, là, et faite pour m'intimider, à mon avis. Et juste ça a été pour moi une expérience politique de fou. C'est comme un doctorat en politique, là, de voir comment dans la réalité, le système, c'est plus une affaire de t'es-tu de gauche, t'es-tu de droite, c'est une affaire de ta psychologie. Vas-tu tenir le coup à 1 an et demi de matraquage médiatique sur ton linge, le fait que tu aies dit tel mot, ta marque de char, ton ci, ton ça. Puis effectivement, c'est tout un défi là, de rester sain d'esprit dans ça. C'est très difficile. Fait que pour répondre à ta question,
qui était donc quoi? Je te demandais si c'était exclu pour toujours. Ah oui, donc comment ça va? Comment ça va, c'est ça. Fait que là, moi, donc là, ce que je viens de vous expliquer, c'est que psychologiquement, c'est dur. Moi, j'ai toffé jusqu'à la fin du mandat, mais j'avais des traumatismes, je dirais, importants. Puis j'avais beaucoup d'anxiété et tout. Fait que le fait de l'écrire, ça m'a vraiment aidé. Le fait de le sortir, ça a été dur, encore une fois, parce que la sortie médiatique a retapé dans ces traumas-là, mais ça m'a aidé finalement au final. Ça m'a fait replonger quelques mois. Puis là, je trouve que, à part l'élection de Trump, tout va vraiment mieux, en moi en tout cas. Fait que je regrette absolument rien. Tout le processus, comme il s'est passé là, je recommande ça aux gens qui ont envie d'aventure, qui ont envie de se mesurer à quelque chose de tough, là, parce que c'est fou. Il n'y a rien d'autre qui aurait pu m'apprendre ce que j'ai appris là. Je me sens super forte. Je me sens vraiment à un autre niveau là, dans ma vie. Fait que ça va très, très bien. Quant à refaire de la politique active, dans les partis politiques puis tout, ça me tente absolument pas. Mais je parlais de la pièce de théâtre, mon livre, tout ça, juste ma présence ici, pour moi, ça, c'est de faire de la politique aussi. C'est peut-être même bien plus politique, tout ça, que bien des actions de députés d'opposition en ce moment, on ne sait pas ce qu'ils font puis qu'on n'entend jamais. Fait que je pense que c'est ça aussi que j'aimerais en ce moment faire comme politique, c'est de dire aux gens, tout ce que tu fais est politique. Tout ce qui se passe même dans ta psychologie, les peurs que tu endosses, les fois que tu n'es pas game, je vais fermer ma gueule, puis non, je le dis, puis hey, je vais refuser telle absurdité, puis tout ça est politique. Fait que moi, ce que je veux, c'est redonner le goût au monde de la politique, mais de cette politique-là. Dans l'essai, c'est sûr qu'on voit aussi de beaux moments, clairement. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton plus beau moment lors de cette carrière politique? Lequel que tu chéris le plus? Il y en a eu vraiment beaucoup, mais c'est quelque chose qui était comme en filigrane tout le long. C'était le lien avec le monde, parce que il y a eu, dans, disons, le virtuel, là, fait que les médias, la radio, les réseaux sociaux, il y avait du beau puis du vraiment pas beau. T'sais, tout était comme un peu une soupe informe de choses pas très... comment je pourrais dire, qui goûtait pas bon, bref. Fait que dans la vraie vie, par contre, j'avais pas ça. Dans la vraie vie, j'avais juste des gens qui, genre, sortaient de leur auto dans le parking pour faire « T'es Catherine Dorion, faut que je te dise, telle vidéo que t'as faite pour défendre notre métier, ça nous a fait brailler, on se l'est passé. Merci, personne ne remarque qu'on se fend le cul en quatre pour faire toffer tel truc, puis le monde nous chie dessus parce que tel chroniqueur a dit que je sais pas quoi, tu sais, puis... » Ça, ou des gens qui m'envoyaient des cadeaux ou des lettres où ils disaient « Tu me redonnes espoir » ou cette espèce de reconnaissance qui venait du monde où les gens juste dans la rue, là, que quand je me faisais bien gros attaquer dans les médias, ils faisaient juste me faire ça ou me faire une main sur le cœur ou une main comme ça, juste en me croisant sur le trottoir. Ça me donnait une force vraiment incroyable. Là. Des petits messages que le monde aime porter au café, genre « Toute la table là-bas, on est avec toi ». Genre, c'était... C'est full. Moi, pour moi, ça avait une puissance incroyable. Ça me donnait vraiment beaucoup de gaz. Puis je reviens aussi au petit geste. Là, quand on voit quelqu'un qui fait de quoi, puis qu'on fait « Chris, cette personne est en train de prendre des baffes pour quelque chose en quoi je crois », ça fait une différence pour vrai. Là, ça fait vraiment une différence de dire « T'es pas tout seul, tu fais bien, genre, t'as raison ». Parce que quand tu reçois des baffes, la première affaire que tu fais, c'est « Attends, j'ai-tu raison? » là? Quand t'as du monde en arrière qui sont comme « On a besoin de ça », ben finalement, si tu te rends compte que t'es pas tout seul, puis tu te rends compte aussi que c'est une gang qui se bat. Tu te bats pour quelque chose qui a du sens pour plein d'autres mondes, puis ça donne une justification à ton action. Il y a des beaux mots d'encouragement dans ton livre. Il y a le retraité de Saint-Clotilde, j'aime bien. Madame Dorion, vous avez les ovaires bien accrochés ou bien solides. Là. Vous avez de bonnes ovaires, c'est oui. En tout cas, quelque chose comme ça, c'est pour vous dire, au lieu de dire t'as des couilles. Oui, je trouve ça savoureux, franchement. Est-ce que tu t'es imposé des limites en écrivant ce livre? Parce que c'est un sujet, on le sait, qui peut heurter autour de toi, non seulement autour de toi dans ta famille, tes amis, tout ça, mais aussi dans la famille politique, justement, puisque tu t'attaques au parti, à Québec solidaire, un petit peu tout de même. Là. Et, bon, il y a peut-être des personnes qui t'ont dit « Hey, tu vas faire perdre des plumes au parti. T'as-tu pensé aux conséquences?
Ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a pris la tête, là? Ben, je me suis retenue parce que j'étais en colère quand je suis partie. Puis ça, tu sais, je pense que tout le monde peut relater. On a tous été dans des environnements de travail, de job ou une gang pour un travail d'équipe, une famille, n'importe quoi, où on sent que ça tourne pas rond. On essaie d'alerter, on essaie de changer les choses, puis on reçoit un peu du laisse faire, laisse faire. Puis on continue de penser qu'on a raison, mais il y a une espèce d'inertie qui fait que ça devient ultra difficile, puis l'atmosphère pourrie, puis c'est toxique, il y a des tabous. On a tous vécu des expériences comme ça. Moi, c'était une expérience comme ça, mais que j'ai vécue au travers de toute la difficulté que je viens de vous raconter. Fait que c'était... quand j'ai quitté, j'étais en colère contre la violence que j'avais reçue, qui venait d'en haut, là, d'une élite plus large. Mais j'étais aussi très en colère contre... mon parti qui, j'allais dire, m'a pas défendu, mais ça fait comme si j'étais fâchée parce qu'on n'était pas d'accord. Non, parce que je savais que beaucoup dans le parti étaient d'accord. Mais la direction du parti, puis notamment Gabriel Nadeau-Dubois, voulait que j'arrête de paraître, voulait que je sois moins dans les médias, et la seule manière d'être moins dans les médias au moment où je vivais ça, ça aurait été de changer ma façon d'être, ça aurait été de déclarer forfait puis de dire, ah ben OK, je vais me lisser, je vais devenir une députée comme vous commandez que je sois, puis j'aurais plus d'impact. Puis là, il aurait été content. Pour moi, c'était pas possible d'aller là. C'était pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Ça se pouvait pas, ça aurait été une forme de trahison envers mon comté, ceux qui m'avaient élu, ceux qui avaient mis de l'espoir en moi, ceux qui me soutenaient, le mouvement qu'on avait créé. Fait que mais dans toute organisation de ce type-là, comme un parti politique, mais c'est la même chose dans les syndicats, c'est la même chose dans plein d'entreprises, dans plein d'organisations. Si le chef, qui est en plus quelqu'un de charismatique, de connu, qui a un pouvoir symbolique, en plus d'avoir un pouvoir institutionnel, parce que là, il est dans ce poste-là, fait qu'il décide de certaines choses, il est mal à l'aise avec quelque chose, ou s'il n'aime pas quelque chose, bien, ce malaise-là se répercute sur toute l'organisation. Puis là, plein de monde qui me défendaient dans leur fort intérieur, qui étaient avec moi dans leur fort intérieur, ou qui voulaient que le parti aille plutôt dans un sens qui me ressemblait plus, ont été un peu figés par cette situation-là. Il y en a plein qui ont quand même, qui m'ont appuyé, qui m'ont défendu à l'interne. Il y a eu plein, tu sais, il y a eu des vrais débats, mais il y a eu aussi beaucoup de tabous, beaucoup de « on met ça en dessous du tapis, on en parlera plus tard, on y pensera plus tard ». Puis moi, je mets pas le blâme sur personne en particulier parce que c'est pas le seul endroit où ça se passe. C'est comme ça dans tous les partis politiques. Je pense que ça doit être pire dans les autres partis politiques. C'est comme ça dans plein d'organisations. Je me répète un peu. Fait que ça a été dur. Puis j'avais beaucoup de colère. Puis j'avais envie de tout jeter ça, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait non, OK, tu sais, qu'est-ce qui est en lien avec ce que j'ai vraiment envie de dire? Qu'est-ce qui donne des exemples de ce que j'ai vraiment envie de dire? Qu'est-ce qui en apprend aussi aux gens sur comment ça fonctionne dans les partis politiques? Bref, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui va servir, puis qu'est-ce qui est comme du domaine du personnel, puis je peux parler aux gens directement, tu sais, pour ces choses-là. Fait que de ce côté-là, je me suis retenue. Puis j'ai pas parlé énormément du parti, mais je pouvais pas ne pas en parler. Ne pas en parler, ça aurait été faire un choix de protéger des formes de pouvoir, des formes d'abus de pouvoir, puis des formes de culture toxique d'organisation pour protéger une image d'un parti. Mais moi, je me bats pas pour une image d'un parti, je me bats contre les abus de pouvoir, contre le pouvoir, l'imposition toxique dans toutes les sphères de la société. Tu sais, c'est mon combat. Fait que là, pourquoi ça aurait été absurde, puis ça aurait été aussi... ne pas être capable de bien expliquer mon propos parce que c'est pas le seul endroit où ça se passe. Tout le monde, on va rencontrer des situations comme ça. Puis, ouais, c'est ça. Je comprends, il y a certaines personnes, j'imagine, qui veulent plus te parler. Vous n'allez pas au même souper avec lesquels tu travaillais auparavant. Là. Bien, un parti politique, ça, encore une fois, comme plein d'autres organisations, où le travail est très intense, où le monde fait du 70 heures semaine, mais c'est un peu comme une secte quelque part parce que tu finis par voir juste ce monde-là. Tu n'as plus de vie en dehors de ça. Tous tes amis, c'est tes collègues. Tous tes collègues, c'est ton monde social. Quand tu vas voir les gens qui sont pas dans le parti politique, ils comprennent pas ce que tu dis, fait que tu sais plus quoi leur dire. Tu es habitué d'être sur le 220 dans ta tête tout le temps, puis là, l'autre, ton ami, il dit comme « Hey, j'ai été faire du ski de fond. Hier, c'est le fun, le ski de fond. » Puis là, t'es comme « Je suis pas capable de t'écouter jusqu'à la fin de la phrase. C'est pas assez rapide. » Tu sais, fait que là, ça devient complètement plus viable, tu sais. Fait que là, donc...
généralement, les gens qui sont dans les partis politiques, généralement, il y en a beaucoup qui réussissent à... Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui réussissent à garder une santé, là, mais sont un peu dans un monde très monolithique. C'est pour ça qu'ils oublient aussi comment pensent les gens ordinaires, comment réagissent les gens ordinaires, comment les gens ordinaires ne suivent pas la politique comme eux le font, plugués sur LCN, puis RDI, puis sur le TikTok, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit sur nous, qu'est-ce que le monde dit sur nous. Les gens ne te suivent pas de cette manière-là. Mais ils perdent le contact avec les gens ordinaires, éventuellement. Puis donc, moi, depuis mon entrée dans un parti politique, à partir du moment où on a été élu, on a vu du monde être totalement avec nous, craquer tout le temps là, puis tout à coup, ils changent de job, puis on n'entend plus jamais parler. C'est fini. T'es dedans ou t'es dehors. Mais c'est rare, les relations qui se maintiennent au-delà de ça. Puis ça, c'est fréquent aussi. Fait que, de toute façon, les gens que j'ai rencontrés là, qui sont devenus des personnes vraiment importantes pour moi, sont plus là, parce qu'eux aussi ont vu le changement arriver au parti, puis ils ont fait comme « Arc, moi, c'est pas pour ça que je me battais ». Puis j'ai plus assez espoir dans ce qui reste. Je connais aussi des gens que j'aime bien, qui sont militants, qui disent « Moi, non, on peut peut-être changer ça, on peut peut-être ramener ça dans quelque chose qui a de l'allure », puis qui sont restés des amis, mais qui sont pas dans le cœur de le hub où tout se passe, là, qui sont des militants de fin de semaine, disons. Fait que non, ça n'a pas brisé les relations avec tout le monde. Évidemment, il y a quelques personnes où c'était très personnel. Puis en plus d'être politique, c'est devenu personnel. Puis là, ben écoute, je raconte une scène où je m'engueule avec Gabriel. J'y ai pas demandé son avis avant de la publier. C'est sûr qu'il est pas content, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que c'est d'une utilité. Je pense qu'il faut que les gens sachent comment ça se passe dans un parti politique, comment ça se passe, comment les tensions des médias, puis de l'Assemblée nationale, puis s'impose sur une gang de militants qui s'est rendue à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes ou dans les institutions politiques. Il faut qu'on sache ça d'avance pour savoir contre quoi se prémunir si on réessaye ce jeu-là. T'sais. Parlant de l'Assemblée nationale, je lisais que Dominique Anglade, là, qui était chef du Parti libéral du Québec, elle dénonçait en 2022, donc c'était très récemment, elle dénonçait le traitement inégal imposé aux femmes politiques. En gros, elle dit que les femmes politiques sont jugées plus durement, notamment ce qui a trait à leur apparence. Donc, on l'a vu avec Sol Zanetti aussi, c'était différent, je trouve, là, comment on parlait de votre apparence, mais aussi leur état d'âme, qu'elles se sentent obligées d'être parfaites en tout temps. Elles n'ont ni droit à l'erreur ni à la colère, doivent constamment faire leurs preuves. Elle dit que le traitement n'est pas égal entre les hommes et les femmes. Puis, elle parlait même de François Legault, qui est très paternaliste. Puis, le journaliste lui demande, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est sexiste? Puis, elle dit absolument, là. Bon, il n'y avait pas de doute, là. Toi, est-ce que tu irais dans le même sens par rapport à ça, le fait qu'aussitôt que tu t'affirmes, tu te fais traiter de colérique ou qu'il faut que tu fasses plus attention là, au sujet de l'habillement, etc.? Là? Bien, il existe les mêmes préjugés dans le milieu politique que partout dans la société. C'est pas juste en politique que les femmes sont jugées plus durement, que elles... Je veux dire, à partir du moment où on est des ados, on nous enseigne qu'on est lettre puis qu'on doit réparer ce problème. Puis ça va nous suivre toute notre vie, là, soit parce qu'on a des boutons, soit parce que notre nez est croche, soit parce qu'on est grosse, puis à un moment donné, c'est parce que t'es vieille, puis là, c'est jamais fini, tu sais. Fait que c'est clair qu'on porte ça comme un boulet, ça nous tire vers le bas constamment, on part avec 10 points de retard partout, tout le temps, tu sais. Fait que il y a ça qu'on traîne aussi dans le milieu politique. Fait que qu'est-ce que font ceux qui sont face à une femme puis qui veulent la déstabiliser? Le milieu politique, politico-médiatique, c'est un endroit de joute. C'est comme un peu des formes de lutte dans la boîte, mais verbale, avec le langage. Il faut que tu sois crissement affûté pour être capable de bien te battre. Puis, c'est pas, tu sais, on n'est plus là, tu sais, les cours de philo, là, qu'est-ce qu'un sophisme, et tatata. Là, tu es dans une mer de sophismes et de pentes glissantes et de patentes qui n'ont pas d'allure, là. Faut que tu nages dans des sables mouvants d'histoires, pas rapport, faites pour te faire perdre pied, puis que tu t'essayes d'amener des histoires qui ont du sens, puis qui peuvent être inspirantes, puis qui peuvent rameuter des gens contre ces histoires folles. Fait que on est vraiment dans une drôle de bataille. Fait que quand quelqu'un, au milieu de ton argument, dit « By the way, t'es mal habillé », puis que ça a plus d'impact dans l'œil du public que si la personne intimidée est un homme, c'est chiant parce que tu fais comme « Tu sais, on sait que c'est une faiblesse comme culturelle. T'es pogné pour porter ça. Juste moi, j'étais enragée quand
C'est sûr que ça donnait le goût de se réjouir quand on est de gauche ou pauvre, mais quand ils ont ri des souliers de la ministre Duranceau, fait que ministre de l'Habitation, les gens ont de la misère à se loger, il y a une crise du logement, ça coûte super cher. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, même les gens qui sont de classe moyenne en descendant sont pris à la gorge, tu sais. Puis elle arrive avec des souliers de marque Louboutin qui valent théoriquement 1200 $, je pense, ou 2000 $, je sais plus. Puis là, ça fait les nouvelles. Ça fait les nouvelles, genre! Mais moi, je sais que, je veux dire, j'ai côtoyé quotidiennement des messieurs avec des complets bien plus chers que ça, là. Puis on les voit quotidiennement à la télé, là, tout le temps, là. Mais personne jamais demande « Ah, tu sais, de toute façon, je veux même pas qu'on demande ça, c'est cave, mais, tu sais, OK, si on veut haïr les riches, on va choisir une femme comme punching bag. Si on veut haïr les artistes pauvres, si on veut haïr, tu sais, c'est parce que... Puis moi, je le réalisais pas avant d'être députée pour de vrai. Genre, j'avais des féministes, d'amis féministes qui me disaient « La haine des femmes est partout. » Je suis comme « Non, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve pas que la haine des femmes est partout, honnêtement. Non. Au contraire, tu sais, il y a beaucoup aussi de respect, tout ça. Puis c'est vrai, au Québec, par rapport à d'autres, on est gâtés. Mais tu peux comme faire partir en feu. C'est comme si la haine des femmes était un combustible toujours prêt. Puis tu peux faire partir ça en feu quand tu veux. On appelle ça le dog whistling en politique, mais moi, à un moment donné, quand il y a des gens qui se sont mis à m'écrire sur Internet, des commentaires hyper sexistes, là, vraiment très sexistes, violents, tu sais, hyper misogynes. J'étais pas préparée à ça. J'avais jamais eu ces commentaires-là dans ma vie. Moi, je suis une fille forte, puis j'étais féministe pour celles qui sont moins fortes. Tu sais, moi, je voyais ça de même. Puis là, j'ai reçu ça. C'était tellement haineux. Mais haineux, tu sais, j'étais détestée en tant que femme. C'était la première fois que ça m'arrivait, puis j'étais comme, ben voyons donc. Tu sais, au début, j'étais juste, voyons donc, ben voyons donc. Mais à force, là, ça finit vraiment par t'affaiblir. Ça marche. Ça finit vraiment par marcher. Puis on peut dire, ouais, mais c'est tous des fous qui se cachent dans leur sous-sol derrière leur clavier. Non, c'est pas juste ça. C'est des groupes militants organisés sur Internet qui visent à te faire perdre pied psychologiquement, à te faire fermer tes comptes, à ce que tu cesses de t'exprimer. C'est des groupes militants organisés. Puis oui, il y en a là, qui suivent ça, puis ils suivent la comète en disant « Ah, ben moi aussi, je vais aller envoyer de la haine », mais c'est une technique politique d'intimidation. Puis combien de femmes on a vu, là, après un article, des chroniqueuses, ils disent « Ah, je publie plus, je ferme mon compte, j'ai reçu trop de commentaires ». Ben c'est ça qui leur arrive, tu sais. Ah ouais. Valérie Plante, en ce moment, j'imagine, si on lui demandait ce qu'elle reçoit, là, ça doit être terrible, là. Pendant toute sa carrière aussi, en tant que mairesse. Par rapport au parti Québec solidaire, est-ce que tu crois toujours en ce parti maintenant, aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il peut encore faire avancer la gauche au Québec? Bien là, c'est sûr que ma réponse va être teintée du résultat de l'élection d'hier aux États-Unis, mais tu sais, dans ma tête, je vous dis pas de penser comme moi, mais moi, là, où j'en suis, tu sais, je suis sûre de rien, mais je remets en question la capacité du peuple à reprendre le récit de son histoire, à reprendre le contrôle de son histoire à travers les élections. Parce que j'ai l'impression que la droite, ceux que ça intéresse, je vous recommande Les ingénieurs du chaos de... je ne me rappelle plus qui. Okay? Ça s'appelle Les ingénieurs du chaos. C'est un essai. Puis le gars, c'est un Italien qui a conseillé, c'est un gars qui est ferré en politique. Il explique super bien comment dans l'ère contemporaine, les drettistes, les vrais drettistes, là, Le Pen, Trump, du monde comme Poilievre, tout ça, dans le fond, ils se partagent une espèce de stratégie qui fonctionne très bien. Puis pour avoir les votes, ils ont tout mis dans l'intelligence artificielle. Puis ils sont capables de faire du média hyper ciblé pour aller chercher chaque personne. Si, je sais pas, toi, tu es toute d'accord avec la gauche, sauf pour l'histoire de la pandémie, où là, tu as trouvé que vraiment ça allait trop loin, ils vont aller te chercher sur ça, sur l'enjeu où tu t'es senti vulnérable face au pouvoir. Puis ils vont dire, nous autres, on est ta gang, mais si quelqu'un d'autre, c'est sur un autre enjeu, ils vont aller te chercher là-dessus. Ils n'ont pas besoin d'avoir un message cohérent. Ils peuvent adapter le message politique à chaque personne grâce à l'intelligence artificielle puis aux réseaux sociaux. Puis comment ils font ça? Comment ils peuvent faire ça mieux que d'autres groupes politiques en allant récolter du data comme ça n'a pas de bon sens? Puis ils sont très en avance ils sont très en avance. Ils sont juste très bons. Fait que en ce moment, c'est un pouvoir qui a
est en train de se déployer en Occident un pouvoir qui a compris comment hijacker le processus électoral pour se mettre au pouvoir puis se garder au pouvoir. Puis ils s'entredonnent des trucs. Puis à date, on est juste les gens qui trouvent que ça n'a pas d'allure. Notre attitude est celle de quelqu'un qui se fait vraiment damer le pion. On est comme ça. Puis je ne sais pas combien de temps on va être comme ça, mais clairement, c'est la réalité. Il faut l'accepter puis essayer de voir à partir de ça qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que la réponse est d'en continuer d'essayer dans le jeu électoral? Ceux qui y croient, je les encourage à y aller. Puis de toute façon, l'expérience de ça, c'est vraiment, tu vas devenir... si tu arrives à rester connecté à tes valeurs puis à tes idéaux sur 4 ans de job de député, tu sais, chapeau, là. Après ça, t'es bon pour faire des combats un peu plus tough, là. C'est pas pire, tu sais. Mais sauf que moi, où j'en suis en ce moment, j'ai fait ça, puis je me dis, OK, bon, ça passe peut-être pas. Je veux pas dire que c'est de la merde, parce qu'il y a peut-être de quoi de possible, mais il faut aussi chercher d'autres voies. Comment on fait, par où on passe. Moi, je suis dans cette recherche-là en ce moment. Mais c'est ça, je me demandais, est-ce que justement ton engagement, tu l'envisages comment dans les prochaines années, si c'est pas justement en politique, parce que tu as donné, là, on voit, mais... Bien, j'entrevois à travers les arts. Fait que, comme je disais tantôt, pour moi, ça, c'est très politique. Le show de théâtre qu'on fait, Sciences Po 101, je veux que le monde ressorte de ça en ayant le goût de se demander vraiment plus souvent dans leur semaine, dans leur journée, est-ce que je suis en train de vivre la vie que je veux vivre? Est-ce que j'agis selon mes valeurs ou est-ce que je suis ce que le pouvoir veut que je fasse? Si la réponse, c'est grosso modo, je suis ce que le pouvoir veut que je fasse, je vis pas la vie que je veux vivre, ben est-ce que je peux faire quelque chose pour me rapprocher de la vie que je veux vivre? Moi, là, j'ai l'air d'être psychologie cognitivo-comportementale ou bien bouddhisme, là, mais genre, en fait, c'est ultra politique. Parce que tout le pouvoir des puissants vient de ce que des millions de personnes travaillent pour reconduire leur pouvoir. Je donne un exemple dans les têtes brûlées, l'industrie de la mode, par exemple. Ben, il y a plein de gens qui sont passionnés de mode qui travaillent dans l'industrie de la mode. Il y a des gens qui sont contents d'avoir un job aussi comme commis dans un H&M. Ça fait travailler des gens dans le coton, ça fait ci, ça fait ça. Mais c'est une des industries les plus polluantes au monde. On jette énormément... On n'a absolument pas besoin de l'industrie de la mode. Absolument pas besoin. En termes de besoins vestimentaires, s'il n'y avait pas la pub, là, ben, puis tous les milliards qui sont mis dans nous faire triper sur la mode, ça s'effondrerait comme industrie. Cette industrie-là pollue, fait travailler plein de monde. Pourquoi, de base, on n'en a pas besoin? Pourquoi ça existe? Parce qu'il y a des gens au top de cette industrie-là qui veulent maintenir leur pouvoir. Fait qu'eux autres, ils ont besoin de faire des milliards. Donc, il faut rentrer un peu dans les pratiques de toutes les sociétés, cette dépendance à la mode puis à l'achat de vêtements. Je donne juste un exemple, mais c'est la même chose pour plein d'autres industries. En faisant rentrer à travers la publicité, puis à travers Hollywood, puis à travers toutes sortes d'affaires, le désir des vêtements dans la tête des gens, je les fais travailler. Après ça, ils me donnent leur argent, je fais une plus-value sur leur travail, dans le fond, puis je me maintiens au top, puis ça fait que je peux avoir toute une armée de serviteurs, d'avocats administratifs, de monde qui travaille pour moi. C'est comme des rois qui se maintiennent au pouvoir grâce au travail constant de gens qui vont donner leur argent à l'industrie de la mode. Fait que ça, c'est le capitalisme. C'est ça, le capitalisme. Donc, le capitalisme fonctionne sur des gens qui vivent une vie qui n'est pas celle qu'ils auraient vécue si on leur avait demandé à chaque jour « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites? Quelle vie tu voudrais vivre d'ici que tu meurs? » Si on se posait ces questions-là plus souvent, est-ce que des fois, des gens feraient des choix autres, notamment dans leur consommation, mais dans leur choix de vie, dans leur carrière, dans le nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine, dans le nombre d'heures qu'ils passent avec des gens qu'ils aiment, au lieu d'être comme « j'ai pas le temps parce que là, j'ai trop de travail », est-ce qu'ils diraient comme « en fait, fuck le travail, les amis, c'est plus important », tu sais? Probablement que si, moi je crois beaucoup à ça, si on était capable d'avoir une meilleure conscience de ce que sont nos réelles valeurs puis nos réels désirs, probablement qu'on se rejoindrait dans beaucoup, beaucoup de choses. Je sais déjà que ralentir, c'est désiré par beaucoup, beaucoup de monde. Faire attention, préserver la nature, c'est désiré par beaucoup de gens. Plus de temps pour prendre soin les uns des autres, plus de soins quotidiens, plus tu sais, comme du temps non productif, puis qu'on ne sait pas à quelle heure ça finit, là, partager avec des gens qu'on aime.
Ça, c'est quasiment disparu de nos vies. Puis pourtant, c'est ce qui fait, c'est ça à quoi les gens pensent sur leur lit de mort quand on dit c'était quoi qui était le plus précieux pour toi. Ah, ben, c'est les gens que j'aime, c'est passer du temps, c'est ma fille, c'est mon ami, c'est ci, c'est ça. Fait que, tu sais, ou c'est le fleuve ou la montagne. Donc, c'est très clair les choses quand on prend le temps de se demander c'est quoi qui est important pour nous. Ben, dans le fond, c'est généralement super partagé. Fait que si on était capable, un à un, de travailler notre indépendance face à ce système-là. Je donne aussi l'exemple dans le livre du déménagement. Si je suis dans le jus, je suis pressée, je vais engager des déménageurs pour déménager, je ne demanderai pas à mes amis, je sais qu'ils sont dans le jus, qu'ils sont pressés. Fait que je vais dépenser de l'argent à une compagnie de déménagement, puis ça va me coûter de l'argent. Cet argent-là, il va falloir que je le travaille. Donc là, des deux côtés, je travaille. Je suis en relation avec le système économique dominant. Et de l'autre côté, je paye des déménageurs. Même si l'entreprise de déménagement est super smart, je suis quand même dans un rapport économique avec le système économique dominant. Ça se passe avec de l'argent. Okay? Ce n'est pas des liens humains qui vont se reproduire dans le temps. Ce n'est pas une solidarité, c'est des rapports économiques qui se passent avec l'argent. Si je dis, OK, là, je vais me déjeuner puis je vais demander à mes amis, je déménage, est-ce que vous pouvez m'aider? Puis qu'il y en a genre 4-5 qui viennent m'aider, mettons. Puis après ça, je vous paye la pizza. Puis là, ce que je fais, c'est... je vous fais de la pizza. Là, ce que je fais, c'est genre, je viens de contracter une dette, mais qui ne se passe pas à travers l'argent, qui ne passe pas dans le système économique. C'est une dette qui passe dans nos solidarités, genre humaines. Fait que là, je dis, vous avez tous les 5 travaillé pour moi toute la journée. Tu sais, je vous en dois une pareille. La fois où il y en a un des 5 qui dit, veux-tu venir m'aider à refaire ma terrasse? Je peux pas dire non, il faut que j'y aille, je vais faire de l'espace dans mon agenda. Bien là, je viens de développer un rapport économique qui crée des liens humains, donc qui renforce les communautés, au lieu d'être demeurée dépendante du système économique. Okay? Puis, j'ai pas... ça m'a pas coûté de l'argent, vous comprenez? Je me suis pas appauvrie en faisant ça. Mais si on commence à penser de cette façon-là, puis que de plus en plus, on choisit la communauté VS la carrière, être dans le jus puis consommer, bien là, il se développe des solidarités qui peuvent être utiles politiquement à un moment donné. T'sais. Non seulement qui sont utiles pour notre santé mentale, pour notre santé, parce que c'est tout lié, pour notre bonheur, pour le sens, pour juste notre présence sur Terre. On a pu être dans le je sais pas à quoi je sers, c'est quoi le but. T'sais. Non, là, on est comme, OK, je suis lié à des gens, je suis utile à des gens, on est ensemble. Puis ça, c'est l'absence de ça qui fait qu'on est si facile à dominer aujourd'hui, parce qu'on est tous seuls à faire comme... Je sais pas. Bon, ben mon boss m'a dit que je pouvais pas parler de politique sur Facebook, fait que... Puis ça nous fait pas sentir bien en dedans. On se sent... Il y a une violence spirituelle là-dedans, dans trouver que ça n'a pas d'allure, mais continuer, puis fermer sa gueule. Je pense pas que c'est ça la vie qu'on veut vivre. Je suis convaincue, en fait, c'est pas ça la vie qu'on veut vivre. Fait que là, mon militantisme, c'est par toutes sortes de manières, de, comme, faire pénétrer ces idées séditieuses dans la population. C'est bien, ça marche bien. Il y a beaucoup d'humour aussi. C'est une arme formidable, l'humour. Puis moi, en tout cas, j'ai ri, là. Ouais, j'espère que c'était voulu. Surtout l'épigraphe de la citation de Denise Bombardier. Ça, j'ai mis des petits ha-ha-ha, là, tu sais, d'entrée de jeu. Ça me fait rire. Alors, le sens des fonctions et les vertus politiques subissent les rires des têtes brûlées. J'expliquais à mes étudiants et étudiantes que c'était vraiment ironique et tout ça. Je leur ai parlé un peu de c'était qui, Denise Bombardier. Et donc, tu as même repris cette expression-là dans le titre. Je trouve que c'est un formidable pied de nez, effectivement. Comme le mot punk qui était une insulte aussi à la base, puis qui était retourné à la face des personnes qui proféraient cette insulte. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du titre, justement, puis c'est quoi être punk, selon toi? Bien, en fait, j'ai appelé ça Carnet d'espoir punk, le sous-titre, parce que j'ai un de mes amis qui est en cinéma, puis il tripe bien gros sur les courants de l'imaginaire en science-fiction. Okay? Il est un peu geek. Puis là, il me dit genre, « Hey, Catherine, il a fait c'est un cinéaste, il a fait ma campagne. Il était il s'appelle Samuel Matteau. Il a été un gars très important dans notre victoire, dans tout ça. Un créatif, un gars qui pense en dehors de la boîte. On voulait rien faire comme les autres campagnes. On faisait vraiment d'autres choses. Puis lui... Il me revient comme un an après que j'ai quitté la politique, puis il dit « Hey, Catherine, je pense que notre campagne politique était sous le signe du Hope Punk. » Puis là, il m'a envoyé un lien. Fait que là, je m'en vais voir. Ça dit le Hope Punk est un des courants en science-fiction aujourd'hui. Fait qu'il y a le cyberpunk, le solarpunk, qui m'a expliqué, mais je pourrais mal vous réexpliquer à ce moment-ci, malheureusement. Désolé, Samuel. Mais le Hope Punk, c'est donc des histoires, des récits de science-fiction
où on retrouve dans tous les récits qui sont tagués au punk, des gangs, des gens qui sont un peu rendus à la fin du monde. Des fois, c'est après l'apocalypse ou c'est pendant, ou tout se déglingue. Puis, malgré que le monde aille mal puis que tous sont en train de se démantibuler, on retrouve dans ces histoires-là des gangs qui, par la solidarité et l'entraide, réussissent à se refabriquer une vie où il y a des émotions, où les émotions et la sensibilité sont valorisées, sont mises de l'avant, sont importantes, puis où l'espoir est comme une affaire qui les guide. T'sais. On va construire quelque chose dans les décombres. Puis cette histoire d'espoir, dans le fond, à notre époque, c'est assez punk, avoir de l'espoir. Là. Je veux dire, c'est pas très répandu. Le désespoir est répandu. Le désespoir politique est assez mur à mur. Fait que de dire non, il y a moyen de vivre dans l'espoir puis de construire quelque chose ensemble, c'est assez punk. Fait que c'est un peu ça le titre. Les têtes brûlées, c'est parce que c'est un peu un mot, c'est une insulte. Pas nécessairement une insulte, mais comme pas un compliment, en tout cas, que moi, je reçois depuis que je suis jeune. Fait que je me suis toujours dit, ah oui, OK, c'est vrai, faut pas comme faire des gestes impulsifs et comme trop courageux sans avoir mûrement réfléchi toutes les implications. Puis j'ai souvent vu ça comme une honte parce que des fois, je suis comme, non, c'est pas correct, clac, puis j'y vais. Puis là, après ça, je reçois une claque en pleine face. Puis là, mes amis sont comme, mais là, à quoi tu t'attendais? Fait que... Mais c'est des bons amis pareils, là, mais tu sais, ils essayent de me protéger un peu. Fait que c'était une façon aussi de me dire, peut-être que j'ai pu avoir honte, peut-être qu'on a besoin aussi de s'encourager à être un petit peu plus comme ça, parce que des assurances, on n'en aura pas. Puis même en ce moment, on a l'assurance que si on fait rien, ça va juste chier. Fait que peut-être que essayons des choses, puis on recevra des baffes, puis on se renforcera, là. Puis justement, est-ce que l'attitude punk, justement, envisager le monde de façon punk, est-ce que ça peut s'agencer au cadre politique? Parce que tu as essayé, ça a été difficile, là, de rester... C'est dans la marge? Oui. Le cadre politique, à mon avis, il est plus bon à rien. Là, c'est pas intéressant. Je vois pas d'avenir dans comment c'est fait. Là, respecter ce cadre-là, pour moi, c'est une assurance de devenir invisible. Puis de perdre son... Fait qu'on peut se faire élire, mais il ne faut pas juste vouloir se faire élire puis penser que là, je représente les citoyens. Non, là, il ne se passe rien. Tu es élu, puis tu fermes ta gueule. C'est ça qui est commandé aux gens qui se font élire. Fait que, il y a la ligne de parti, il y a la ligne médiatique, il y a les coups de fouet de l'autorité médiatique qui vont te mettre dans ta ligne. Puis si tu étais un militant avant, tu risques d'avoir moins d'impact même en tant que député. Fait que donc... clairement, ça ne fit pas, puis le haut punk, puis tout ça ne fit pas avec le cadre politique, mais il faut regarder le cadre politique pour ce qu'il est. Là. Moi, je vois ça comme, tu sais, les boîtes de SAQ là, avec des bouteilles de vin. Là. Bon, quand tu enlèves les bouteilles, tu as comme genre un cadre de... Tu as comme, tu sais, genre... Là, des séparations en carton. Là. Bon, moi, c'est ça le cadre politique. Il faut juste enlever ça ou l'écraser, faire ce que tu veux, mais enlève ça, fais d'autres choses avec la boîte. Tu sais, il y a plein de... Parce que... Puis je pense qu'on est de plus en plus nombreux à avoir été dans ce milieu-là, puis à ressortir en disant... Je parle autant Assemblée nationale, Chambre des communes, milieu municipal, même les syndicats, c'est un lieu où il y a des élections. Je pense que les gens voient de plus en plus que c'est pas fertile, c'est infertile. Bref, faut pas fitter avec ça. C'est ça. Faire le contraire. Ça, c'est l'esprit punk, faire le contraire de ce qu'on se fait dire de faire. Je voulais qu'on parle un peu de la langue française. C'est vraiment quand je t'ai entendu, je te l'ai dit en voiture, je t'ai entendu à l'émission de Marie-Louise Arsenault. Elle a perdu tous ses points à ce moment-là. J'étais vraiment team Catherine Dorion. Mais on te fait souvent des reproches à ce propos, ta façon de t'exprimer. Moi, je suis plutôt de ton côté. Là. Je trouve que j'aime beaucoup ta manière de l'aimer dans toutes ses inflexions, la langue française. Tu te déguises pas, mais en même temps, tu non plus, tu changes pas ta façon de t'exprimer. Comme tu l'as dit tantôt d'entrée de jeu. Dans ton essai, tu emploies des régionalismes, des archaïsmes, des expressions populaires, des anglicismes aussi. Mais c'est clair aussi que tu maîtrises à fond la langue française. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton rapport à la langue, justement. Là. Moi, j'aime la langue qui a passé à travers du monde. Là, la langue qu'on nous enseigne comme il faut
si tu me dis juste il faut, mais que j'ai pas de rapport affectif à ça, parce que j'ai jamais entendu personne parler comme ça, sauf dans des pièces de théâtre que je trouvais plates, je suis comme, je vois pas pourquoi j'irais faire ça. T'sais. Fait que là, par contre, des gens, tu sais, moi, moi, j'ai grandi avec ma mère. Mon père habitait à Montréal, j'étais à Québec. Je le voyais de temps en temps, mais lui, c'était un avocat conservateur. Puis, je l'adorais, il m'adorait, mais on se voyait vraiment pas beaucoup. Mais quand on se voyait, tu sais, moi, j'avais accès au gars dans sa grosse robe de chambre. C'était en ratine blanche un peu jaunie, qui fume des clopes puis qui sacre sans arrêt, tu sais. Fait que j'avais comme, pour moi, l'affectif était complètement différent de la personne publique qui était mon père. Puis j'avais un gros préjugé positif envers l'affectif, le gars avec ses cigarettes puis qui était, tu sais, plein d'amour là, au travers de ce personnage que je vous décris, qui serait pas content que je... En tout cas, il sait pas, il est mort. Fait que et ça, tu sais, c'est pas vrai que quelqu'un qui parle bien, c'est ça. Oui, il y a des gens qui vont peut-être parler comme ça avec leurs enfants puis dans leurs moments intimes, mais la plupart du temps, dans les moments intimes, dans les moments affectifs, dans les moments de lien, tu as accès à une langue beaucoup plus riche, qui va naviguer sur des niveaux de langage, qui va jouer avec ça sans arrêt. On joue sans arrêt avec les niveaux de langage, avec les mots, on se permet différentes choses selon les personnes avec qui on est. Puis moi, j'avais envie d'avoir une parole publique qui était intime. Tu sais, j'avais envie qu'on ne soit pas sur le niveau du... Alors bonjour, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Alors moi, ma conférence va parler de... Moi, quand quelqu'un me parle comme ça, j'ai vraiment de la misère à écouter. J'ai pas envie d'être emmerdante comme ça me tente pas. Puis le fait d'utiliser cette langue, ma vraie langue, ma langue que j'aime, qui est affective, pour parler en politique, ben, c'était une anomalie dans le milieu politique. Sauf que quand je me suis fait rentrer dedans pour ça, je me disais, mais voyons, c'est la langue de tout le monde. C'est une langue qui est comprise par tout le monde. C'est une langue qui est à un niveau ultra populaire dans le sens où, que tu sois avocat ou commis de dépanneur qui vient d'une famille pas éduquée, tu peux comprendre pourquoi on voudrait que ce soit moins démocratique, pourquoi on voudrait que ce soit pas affectif, pourquoi on voudrait que ce soit beige, puis nettoyé, puis plate. Puis j'ai trouvé ça fascinant de me dire, ah, c'est drôle, juste en étant moi, c'est déjà un combat, tu sais. Juste être soi-même dans l'espace public, donc ne pas se plier au code attendu de ceux qui contrôlent l'espace public, donc du pouvoir, juste ne pas se transformer, c'est déjà un combat pour la valorisation du populaire, du peuple, de la démocratie. Moi, je le vois vraiment de même. Puis je voyais qu'autant il y avait des snobs qui étaient comme « t'as pas de bon sens, blablabla », autant il y avait genre du monde qui disait « c'est la première fois que je m'intéresse à la politique, c'est la première fois que je comprends quelque chose, ça m'émeut, ça vient me chercher, tout ça ». Je voyais le potentiel extraordinaire. Fait qu'il n'était pas question que je troque ça pour arrêter d'avoir des critiques de Denise Bombardier, puis de Marie-Louise Arsenault et de Michel David, puis des autres vieux pets qui n'ont pas assez côtoyé le peuple. Il y a une question de classe sociale aussi derrière ça, effectivement. Je trouve ça savoureux, franchement. Mais tu me disais aussi tantôt, un petit peu avant l'entrevue, tu me disais que l'important, c'est de prendre la parole. Tu voulais un peu parler de ça, cette idée de parler, de pas justement... Là, bien, en fait, ce que j'ai expliqué dans le char que je savais pas si elle allait me poser question ou si je faisais une conférence. Fait que là, j'ai dit, si je fais une conférence, fait que là, dans l'autobus, je me suis mis des idées, puis je disais, je pensais au pouvoir de la parole. Tu sais, souvent, on vit tellement dans un monde où il y a du blabla partout, là, sur nos téléphones, partout. On dirait qu'on est surchargé de monde qui parle. Puis j'en rajoute en ce moment. Puis tu sais, genre, il y a du blabla en maudit. Mais il y a des paroles qui sont dites dans un désert parce que c'est quand tu parles de choses qui sont tabous. Tu peux parler d'un tabou, mettons, dans ton environnement de travail, tu es au dîner, tout le monde est ensemble, puis là, il y a quelque chose dont personne n'ose parler, puis qui pèse sur tout le monde, puis tu as quelqu'un qui fait « il me semble que c'est un peu telle chose », tu sais. Puis là, il vient de se passer quelque chose. C'est comme si cette phrase-là avait été prononcée dans un désert parce qu'elle a été dite dans un endroit où personne n'osait aller. Ça, c'est le pouvoir de prendre parole, c'est le pouvoir de la parole, puis c'est juste avec les mots que ça se passe. Tu sais, souvent, on va dire « c'est des mots ». Oui, ça peut être complètement non important, puis juste de trop. Mais quand tu parles pour rentrer dans le non-dit, tu viens vraiment là,
pas juste symboliquement, c'est presque physique. Tu viens d'ouvrir des brèches de potentialité de pensée pour tout le monde. Tu viens d'inciter au courage de dire pour tout le monde, puis c'est difficile. Souvent, tu peux générer un gros silence parce que tu as dit quelque chose que les autres sont comme « Juste le penser, ça me met mal. » Ça crée une émotion, c'est physique. Une émotion, c'est physique, c'est le corps qui réagit. Ça fait réagir les corps. Ça veut dire que la parole, ça peut être une arme concrète, là, pas juste symboliquement. « Ah, là, les mots ont un pouvoir. » Non, non. Genre, ça peut être des gestes. Parler peut devenir un geste, peut devenir un coup porté, peut devenir une façon de se défendre, peut créer du mouvement, c'est ultra fort. Il y a même des gens, tu sais, ces temps-ci, je te disais, je lisais sur l'époque staliniste, il y a un poète qui était considéré comme le plus grand poète russe, c'était sous Staline, il s'appelait Ossip Mandelstam. Puis même Staline savait que c'était un des plus grands poètes russes, fait qu'il était comme, ouais, si je l'assassine, ça va mal paraître. Mais Mandelstam n'était pas du tout impressionné par Staline. Il voulait pas. Tous les poètes avaient écrit une ode à Staline parce que certains avaient écrit une ode à Staline dès qu'il y avait une possibilité d'avancement pour leur carrière. Puis d'autres, comme Mandelstam, ont attendu que leur vie soit menacée pour le faire. Il en a écrit une pareille, malheureusement, mais c'est ça. Il espérait sauver sa vie, il n'a pas réussi. Mais à un moment donné, avant d'arriver à ce point où il avait très peur, il était frondeur, puis il a dit, mais ce que fait Staline, ça m'inspire ceci, puis il l'a écrit dans un poème. Puis ce poème-là est arrivé aux yeux de Staline. Puis le poète, il est mort au goulag, là, il est mort dans un camp de travail pour avoir écrit quelque chose qu'il ressentait. Il a porté un coup au pouvoir en faisant ça, qui a tellement fait chier le pouvoir qu'il a dit « Je vais éliminer cette personne malgré la mauvaise presse que ça va me donner à l'international. » Ça veut dire, c'est un exemple. Je souhaite pas que le monde écrive des poèmes puis que ça les tue après, évidemment. Là, moi, je sauverais ma vie. Là, je l'écrirais, l'estidode à Staline, si j'avais la tête sur le bio. Mais sauf que, quand même, le gars, c'est juste un exemple de comment c'est fort à certaines époques. Mais même à notre époque, à un moment donné, je faisais une... je sais pas, vous connaissez peut-être l'histoire d'Alain Deneau. T'sais, Alain Deneau, c'est un chercheur philosophe. Il a fait une grosse recherche sur les minières canadiennes, comment ils startaient des guerres civiles en Afrique pour que les métaux leur coûtent moins cher au final, grosso modo, en plus de détruire l'environnement et tout. Il a fait une grosse recherche avec une équipe de recherche. Il a mis ça dans un livre, ça s'appelle Noir Canada. Il a sorti ça. Mais la compagnie Barrick Gold, qui est citée dans le livre, est la plus grosse compagnie aurifère au monde. Elle a, gros comme le cégep, juste d'avocats dans son empire, disons, économique. Puis elle a mis cette armée d'avocats contre Alain Deneau et quelques autres. Puis elle leur a fait vivre des années d'enfer. La maison d'édition aussi, Éco-Société. Oui. Elle leur a fait vivre des années d'angoisse, de dépression, d'insomnie, de liens qui se brisent. Alain Deneau, jusqu'à ce jour, il se considère en exil politique à Moncton parce qu'il n'y a aucune université québécoise qui ose l'engager parce qu'ils ont peur des pouvoirs économiques. Fait que on n'est pas Mandelstam qui se fait envoyer au goulag, mais on est quand même... Faut pas penser que c'est pas vrai là, qu'on est dans un pays libre où on peut dire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai fait très peu à côté de ce qu'a fait Alain Deneau, puis j'ai reçu une punition assez grosse pendant 2 ans. Lui en a vécu une énorme pendant 3 ans. Puis il y en a d'autres comme ça qui osent porter une parole dans cette espèce de désert de non-dit dont je parle. Puis c'est un geste politique très, très fort. Ça a eu des impacts là, sur... en tout cas, bref, c'est comme des gestes. C'est comme porter un coup, là, je sais pas comment dire ça. Fait dans notre vie, on a tous des endroits de même. On a toutes des zones, ces déserts-là, de choses qu'on vit, mais qui sont pas dites en mots. Tantôt, je vous parlais de ce que ça fait écrire ou aller chez le psy, comment le fait de mettre ça en mots apporte quelque chose. Bien, le fait de ne pas pouvoir le mettre en mots parce qu'on a peur nous enlève quelque chose aussi. Ça nous enlève une force, ça nous enlève une stabilité, une cohérence. On devient moins sûr, ça participe de notre impuissance collective. Je veux dire une citation de Mandelstam, il écrivait « La parole est pure joie et guérison de l'angoisse ». Ben, il y a peut-être des endroits même où on n'ose pas prendre la parole, puis où le fait de le faire, malgré les risques et le backlash, va nous apporter une force qui nous manque aujourd'hui pour réagir à l'époque. Tu sais. Mm-hmm. Justement, faire un lien avec la langue, c'est aussi ça peut apporter de l'insécurité linguistique à la personne si elle a peur de pas bien s'exprimer, de faire des fautes ou de pas avoir le bon vocabulaire, peut s'interdire une parole, justement. Non, mais non. Puis comme si je dis c'est une arme, ça veut dire que c'est quelque chose à quoi tu peux t'entraîner puis tu es clairement plus fort dans la vie. Plus tu maîtrises ta langue, c'est pas obligé d'être la langue qu'on t'enseigne qui est le bon français normatif, ta langue que tu parles.
plus tu es à l'aise avec, plus tu lui fais confiance, plus tu l'aimes, moins tu es dans le manque d'estime par rapport à mais moi, je suis pas capable de parler parce que je ne maîtrise pas ci ou ci ou ça. Plus tu dis, moi, je vais parler comme je parle, c'est comme ça, puis je suis capable de communiquer, puis les mots viendront, puis je les choisirai sur le moment, puis ça va être ça. Plus tu es capable de te battre dans la société dans laquelle on vit, c'est une arme essentielle. Là. Mm-hmm. Puis ton essai est émaillé d'une pluie de citations, ça c'est le cas de le dire. Il y en avait beaucoup aussi dans les luttes fécondes, c'était savoureux aussi. C'est formidable pour transmettre un bagage de culture générale là, à nos jeunes, ça j'aime bien. Mais aussi, ça côtoie, là, on a des citations de Falardeau, de Mona Chollet, de Chartrand, Bell Hooks, il y a des grands noms, mais en même temps, ces citations-là côtoient des citations d'inconnus, d'un père de famille qui t'écrit, ou justement du retraité dont je parlais tout à l'heure, qui d'ailleurs, je l'ai noté, vous avez de solides ovaires. J'aimais trop, je l'ai noté. Donc... Est-ce que c'est important pour toi, ce mélange, là, justement, hétéroclite entre les personnes connues puis les personnes moins connues, mais qui ont une parole pourtant importante? Hein? Moi, j'aime pas les hiérarchies. Je suis mal à l'aise avec ça. Fait que quand il y en a qui ont publié des livres, mais il y en a qui m'ont écrit des lettres, puis j'ai été vraiment émue comme par leur littérature. Des fois, même quand il y a plein de fautes, je suis comme « Ah, c'est tellement beau. » Il y a des tourneurs de phrases, des fois, qui sont choisis par eux, qui sont pas corrects. Puis que je trouve magnifique. Fait que j'aime les mots, j'aime le fait que je trouve le monde beau quand ils prennent parole. Je trouve ça touchant quand les gens disent pas genre ouais, il fait beau. Je comprends. Je fais encore la distinction entre le blabla là, qui remplit tout, puis les choses importantes qu'on dit qui sont pas faciles à dire. Quand quelqu'un fait ce geste-là, c'est que je trouve ça beau. Puis j'ai envie de célébrer ça. Je trouve le monde cute. Dans Renouer, c'était ça aussi. On allait voir du monde. Il y a une gang de vieux qui étaient au poulet Chester, genre une espèce de poulet frit, là, sur le bord d'une route régionale en Abitibi-Témiscamingue. Puis tous les après-midi, ils sont là, toute la gang. Puis on est allé les interviewer pour parler de la politique puis de la vie, mais pas, comme on en parle dans les médias, là, genre, eux autres, c'est quoi qui est important pour eux de leur fond à eux. Puis je suis émue sans arrêt à écouter le monde quand ils parlent de choses importantes. Que j'ai envie de célébrer ça autant que ce soit dans un livre ou que ça soit juste lancé comme ça dans la rue. Je voulais mettre ça. Je trouve ça important. Pour moi, c'est sur un pied d'égalité. On le sent aussi dans Lutte féconde. Il y a tes amis aussi qui s'expriment. C'était beau de lire ça. Puis justement, il y a un père de famille qui dit qui lui-même a vécu de l'intimidation, ses enfants l'ont vécu. Puis il dit toi, je pense qu'il t'appelle Madame Dorion, il dit vous avez vécu de l'intimidation de la part des médias. Est-ce que tu le vois comme ça, toi aussi? Oui, mais moi je le vois comme ça, je le voyais comme ça, puis je le vois comme ça encore. Mais je pense que c'est partout l'intimidation. On voudrait enlever ça, puis c'est hot qu'on soit de plus en plus capable de le reconnaître, mais les games de pouvoir, il y en a dans toutes les relations humaines. Fait que quand le rapport de pouvoir devient trop comme ça, là, ça devient presque inévitable qu'il y a quelqu'un qui va te dire toi, tu prends ton trou. Puis, je suis avec les enfants, je regarde dans quel monde ils vont vivre, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que j'essaye vraiment de leur apprendre à ne pas se laisser intimider. Puis ça, c'est quasiment comme leur donner des cours de judo. Là, c'est pour un monde plus juste. Faut pas juste dire qu'il faut pas intimider, il faut aussi apprendre à se battre, c'est essentiel. Cette métaphore-là du combat, elle est présente. Là. Tu parles de judo, justement, dans le livre, puis on voit là, que tu reçois des blessures, puis tu reviens dans l'arène, puis c'est quelque chose que j'ai remarqué. Justement, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont des questions? On serait rendu là. Je vais vous laisser assez de temps. Oui, Camille, tu veux-tu aller au micro? Peut-être qu'ils peuvent se le passer. Oui, c'est vrai. On peut se le passer. Tu peux l'enlever puis le passer au prochain, ça. Ça me dérange pas. Mais est-ce qu'on devrait se présenter avant ou de quoi? Je sais pas. Ou je pose direct ma question. Tu peux te présenter si tu veux. Vraiment, t'es libre. Bon, d'abord, mon nom, c'est Camille. Je suis une étudiante de Madame Julie. Puis, ma question, c'est dans le livre, puis justement, pendant l'entrevue aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé de l'art et aussi de la politique, bien évidemment. Puis je voulais comprendre, pour vous, c'est quoi le lien entre ces deux aspects-là, justement, puis en quoi... Parce que vous parlez beaucoup d'un côté bénéfique entre ces deux choses-là, donc c'est quoi pour vous, justement, ça?
Ben, la politique, la politique, pour moi, c'est partout. Fait que c'est pas toujours artistique. Là. Les rapports de pouvoir sont partout. Mais dans la politique, comme on la voit, nous, il y a beaucoup des tribuns, des gens qui parlent en avant, qui n'ont pas nécessairement le pouvoir qu'on pense qu'ils ont, mais qui ont un pouvoir symbolique, un pouvoir de... Tantôt, quand je disais « la parole est une arme », ben, qui ont ce pouvoir-là s'ils l'utilisent. Puis je crois qu'à notre époque, une des affaires qui nous mélange comme gens bien intentionnés voulant un avenir politique positif, c'est qu'on pense qu'il faut juste être rationnel. Puis qu'en dehors de ça, c'est la folie tout de suite. Puis c'est justement là les gens qui croient n'importe quoi, puis guidés par leur pulsion, puis c'est pas bon. Puis au contraire, je pense qu'on a une intelligence émotionnelle. On a un corps qui sans arrêt nous envoie des signaux sur ce qu'on vit, qui des fois prend pour nous plus que nous-mêmes. Tu sais, nous, on se dit ah, non, il faut que je continue, c'est bon pour ma carrière. Puis dans notre corps, ça dit je veux pas. Puis ça fait des points, puis ça nous parle, puis on l'écoute pas. Puis si on l'écoute jamais, ça nous met en dépression ou ça nous fait faire de l'anxiété, ça nous rend malade. On a un autre comme cerveau dans notre corps qui nous dit d'autres types de signaux, mais que dans nos cultures, on a vraiment appris à mettre en second plan et de loin. Là. On est dans des cultures particulièrement rationalisantes, mais pourtant, on n'est pas rationnel. Là. On fait toutes sortes de choix non rationnels selon d'autres avenues. Fait que pour moi, cette intelligence-là, faut la récupérer, la ramener dans notre façon d'agir politiquement. Puis c'est la force de l'art. L'art, souvent, va présenter une œuvre, puis connecter l'intellect, puis le corps, l'émotion. Ça va faire comme « Oh mon Dieu, je pensais pas que j'allais ressentir ça, mais je ressens ça. » Souvent, quand une œuvre d'art est réussie, ça te déstabilise, ça enlève, disons, la supériorité du rationnel pendant un moment, puis tu fais comme « Oh, je savais pas que cette chose-là me touchait autant. » Ou ça t'ouvre des nouveaux chemins dans ta pensée parce que tu as ressenti quelque chose. Fait que là, pour moi, l'artiste est un expert de ça. Puis on a besoin de... Tout le monde est un artiste, là. Je veux dire, on le voit bien chez les enfants. Tout le monde est un artiste. C'est juste que là, dans notre société, il faut se spécialiser. Fait qu'il y en a plein qui arrêtent de faire de l'art à partir de 10 ans, puis il y en a qui font juste ça. Mais dans tous les cas, la part d'artiste en nous, c'est celui qui est capable d'amener de l'émotion puis de reconnecter l'émotion au rationnel. Puis en politique, on a besoin de ça. Merci. Oui, Angel, est-ce que tu veux y aller ou on peut passer le micro si vous aimez mieux, si tu peux le... Ça serait peut-être plus convivial si peut-être. se passait le micro. OK. Est-ce que, Mélanie, on peut? Oui, OK. Merci. C'est moins stressant. Ben, moi, j'avais une question principalement sur la langue du français. Parce que vous disiez que on peut parler comme on veut pour s'exprimer, pour être plus à l'aise. Mais en ce qui concerne l'éducation, du coup, est-ce qu'il faudrait mieux privilégier justement ce français international ou ce français personnel à chacun par rapport... l'éducation, je suis pas des pensées très affirmées sur comment l'éducation, ça devrait se passer en français, mais à part qu'il faudrait qu'on fasse aimer la langue, là, fait que je sais pas par où ça passe. Moi, j'ai beaucoup aimé mes cours de français, fait que j'ai beaucoup bénéficié d'avoir un apprentissage plus large que la langue que moi je parlais. Fait qu'on m'a amené genre, ben toi tu parles comme ça, mais voici la langue française, tu sais. Puis aussi en me faisant découvrir d'autres espaces de la francophonie avec d'autres régionalismes, tout ça. J'ai vraiment adoré ça. Puis ça m'a permis de voyager. Là, je joue avec tout ça, puis c'est comme plusieurs instruments de musique que je peux mélanger pour moi. Mais quand quelqu'un s'exprime, je pense pas qu'il devrait penser à ses cours de français. Tu sais. Mais du coup, j'ai une deuxième question qui vient avec ça. Est-ce que... Merde, j'ai oublié. Quand on s'exprime... Oui, pardon. Quand on s'exprime, est-ce que vous pouvez juste répéter la dernière phrase? J'ai dit, je pense pas qu'on devrait penser à notre cours de français quand on est en train de s'exprimer. Okay. Parce que vous arrivez à faire le lien entre votre français, on va dire, et tous les outils, mais il y en a beaucoup qui parlent le leur et oublient complètement tous les outils qu'ils ont. Et donc, est-ce que ça serait un bon exemple pour les étudiants en ce moment de voir qu'il y en a qui utilisent leur français et donc qui pourraient se dire, j'ai pas besoin d'aller dans mon cours, d'écouter tous les types de français, juste parler le mien? Écoute, si quelqu'un haït assez ses cours de français pour dire, vu que les gens parlent mal, je vais pas étudier le français, peut-être que cette personne pourrait
a d'autres passions dans la vie, puis c'est bien correct. Tu sais. Je veux dire. Mais je sais que moi, c'est en tripant sur des films des années 60 qui ont été faits notamment par Pierre Perrault. Il y en a quelques-uns qui savent c'est qui, mais c'est un cinéaste qui est allé dans des zones vraiment reculées du Québec pour parler à soit des Autochtones ou des Québécois qui avaient vraiment un esti de gros accent, là. Pour vrai, genre, des fois, tu les écoutes, t'es comme « wow ». Mais ça amène... Tu fais un effort pour comprendre, mais en même temps, c'est poétique, c'est beau, puis ils sont libres de parler. Donc, ils sont plus beaux, plus colorés, plus imagés. Tout leur langage devient comme un conte. Tu sais, ça devient très intéressant. Tu te sens lié, t'entres en relation avec eux à travers le film. C'est des films documentaires. Puis, ça, pour moi, ça bat toutes les règles de français, tu sais. Mais bien sûr que savoir parler français, c'est comme apprendre une langue. Tu sais, savoir parler un bon français, c'est un peu comme savoir parler anglais. Je veux dire, tu veux être capable de communiquer avec tout le monde. Fait que tu peux avoir ta langue intime, mais si quelqu'un ne comprend pas, si tu n'arrives pas à te faire comprendre, ou dans des lieux où la langue française est trop différente de la tienne pour que ça puisse passer ta langue, ben être capable d'utiliser ça, être capable d'écrire. Encore une fois, je reviens à l'image d'armes, mais ça fait de toi quelqu'un de plus fort. T'sais. Mais en même temps, il y en a qui n'aiment pas ça. Puis moi, je connais plein de monde qui sont d'excellents conteurs, des gens que j'adore écouter parler, puis qui ne sont pas capables d'écrire, qui sont analphabètes. Il y en a. Fait qu'il y a pas... Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr que de savoir maîtriser la langue française au sens large, c'est un gros plus. Mais c'est pas tout le monde qui le fait, puis ça fait pas d'eux des gens incapables de parler, pas dignes de parler. Tu comprends? T'sais? Mais du coup, est-ce qu'il faut savoir adapter son français à son auditoire? Parce que vous êtes beaucoup dans votre français, même en politique, vous ne vouliez pas changer votre langage parce que c'était vous. Mais est-ce que dans un entretien d'embauche, par exemple, un étudiant ou quelqu'un peut se permettre justement d'utiliser son français ou doit se rentrer dans les cadres? Ouais, j'aime pas parler en termes de les gens doivent, mais je pense que les gens peuvent faire ce qu'ils sentent. Tu sais. J'ai vraiment pas de prescription à donner là-dessus. Ça dépend. Tu dois sentir. Tu regardes la personne en avant, qu'est-ce que tu vas obtenir d'elle? Es-tu dans un rapport d'intimité, de confiance ou dans un rapport économique? Tu sais, il y a tellement de questions après qui s'ajoutent que... Vas-y avec ton feeling, c'est ça, je dirais. OK, c'est bon, merci. OK. Et à l'arrière, Gaspard, vous aussi, OK, parfait. Vous avez dit que vous étiez connu comme cet artiste de votre région, mais qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à rentrer dans la politique? Je voyais la campagne électorale. J'ai fait 2 campagnes avec un petit parti qui s'appelait Option nationale avant de faire la campagne où j'ai été élue. Parce que Option nationale a fusionné avec Québec solidaire. C'est là que j'ai été élue. Je pensais même pas l'être. Mais les 2 premières fois, je me disais, c'est drôle, les campagnes électorales. C'est comme, tout à coup, les médias s'intéressent à toutes sortes de candidats. Puis les candidats ont accès aux médias, sont comme un peu sur une scène télévisuelle, radiophonique. Fait que je pourrais faire ça. Je pourrais utiliser cette scène-là pendant 1 mois en tant qu'artiste pour véhiculer des valeurs que j'aime d'une manière originale. Puis j'ai fait ça pendant 2 élections juste pour ça. Tu sais, comme faire voyager des idées que j'aimais. Puis la 3e fois, ben, c'est... j'ai été élue. Bonjour. Allô. Moi, j'aimerais savoir, dans le fond, vous avez été vraiment jugé par la façon que vous étiez habillé. Je voulais savoir si vous avez des conseils, mettons, pour les futures personnes qui aimeraient ça, justement, aller en politique aussi, puis qui veulent rester eux-mêmes, puis être habillés comme tout le monde de tous les jours. Ben, résister aux injonctions, au conformisme. Mais ça commence tôt, là. Ça a commencé avant que je sois élue avec quelqu'un qui me disait « T'as pas d'autre linge que ça? » Ça commence de même, là, puis c'est... Là, tout le monde te regarde. Tout le monde attend que tu dises oui, j'ai peut-être quelque chose d'un peu plus chic chez nous. Puis là, après 2-3 fois que tu dis ça, puis tu te sens un peu crotte, tu fais comme « Hey, je vais pas faire ça. » Mais c'est une conscience, tu sais, c'est un peu... Résister, c'est dur, là. Faut arriver avec une cuirasse. Ben, être conscient de ce qui se passe en soi, tu sais, hey, je me sens intimidée. Est-ce que j'accepte de suivre ou est-ce que je dis non? Tu sais, apprendre à se poser cette question-là, c'est vraiment, je recommande à tout le monde parce que ça te fait faire des choix qui viennent de toi. Fait que ce soit des bons ou des mauvais choix. Si c'est des mauvais choix, t'apprends crissement parce que tu l'as fait.
tu te transformes en agissant, tu te renforces. Puis si c'est des bons choix, tu avais raison. Puis t'es non-conformiste, puis tu as raison. Puis tu viens de faire avancer les choses. Tu sais. Elisa, t'avais-tu une... Donc, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK. Donc, moi, quand j'ai lu le livre, j'ai pas pu m'empêcher de sourire, en fait. Parfois, la scène de l'Halloween, en fait, ça, c'est puissant, là, vraiment. J'ai ressenti une énergie, une ardeur, en fait, d'avoir envie de changer les choses, puis faire ma part en tant que citoyen. J'espère que, en fait, je suis convaincue que moi, comme d'autres, on l'a ressenti aussi. L'envie irrésistible de rébellion saine et créative. Moi-même, comme d'autres, on est pris dans les responsabilités, les devoirs, les ci puis les ça. Également, comme vous l'avez dit très bien, j'adore cette phrase, mais rien ne bat le petit téléphone. Faut savoir que moi, j'ai toujours ressenti l'envie de rebeller, puis je suis sûre que comme moi, il y en a des millions, mais qui ne savent pas quoi faire. À mon avis, je pense que souvent, pour avoir une rébellion, il faut avoir un incident, il faut parfois une mort pour que les gens se lèvent et qu'ils passent à l'action. Fait que ma question, pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire, la jeunesse, les citoyens, pour faire une révolution saine? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu sais, quand je parlais du déménagement tantôt, là, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut... On est drillé là, depuis... Je sais plus à quel âge ça commence à notre époque. Là. Moi, je sais que j'ai eu une adolescence chill. Puis à un moment donné, oups, là, il fallait que je travaille. Puis il fallait que je travaille beaucoup. Puis il fallait que j'en aie toujours plus. Puis il fallait que je me place. Puis que... Puis... il faut... Tu sais, je crois... dans la construction d'autres choses. On peut pas faire... On l'a vu, il y a eu les printemps arabes, là, on a vu tomber des dictateurs, puis d'autres dictateurs se réinstaller. On va toujours accepter la domination de l'absurde si c'est dans notre culture, puis que intérieurement, on est fait comme ça, parce qu'on nous tient par la carotte de la belle carrière, puis des beaux postes, puis de l'argent, puis par le bâton du « tu seras marginalisé si tu suis pas ça ». Puis tu vas être un tout nu dans la rue, puis personne ne va te trouver intéressant. Fait qu'on essayer de faire tomber le système, OK, mais plus fort que ça, je pense qu'il a commencé à bâtir l'avenir. Tu sais. Le système n'a pas vraiment besoin d'aide pour s'effondrer. Mais par contre, ce qui fait peur, ce qui angoisse, ce qui promet un sombre avenir, c'est qu'on sent qu'il n'y a rien d'autre. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi, c'est normal. Il y a rien en ce moment. Il y a juste des désirs flous, séparés dans tous les individus qui rêvent d'autre chose, mais qui n'ont pas le temps de se mettre ensemble pour commencer à bâtir ça. Qu'est-ce qu'on aimerait réapprendre? Comment on aimerait passer nos journées? Tu sais, si on commence à se poser ces questions-là puis à faire des gestes radicaux par rapport à... On est dans le jus, notre agenda il est mur à mur. Bon, ça, c'est un premier problème. Ça nous empêche de bâtir un autre monde de solidarité à côté, où on passe plus de temps ensemble, où on s'entraide, où on est moins dépendant du système puis où on peut fonctionner autrement. OK. Premier problème, l'agenda. Comment on fait de bord? Est-ce qu'on accepte d'être plus pauvre? Si on accepte d'être plus pauvre, comment on change nos modes de vie? Si on, tu sais, c'est des questions très confrontantes qu'il faut être capable de se poser. Mais moi, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Fait qu'on se dit, oui, mais même moi, si je fais ces choix-là, les autres ne le feront pas, je vais être tout seul là-dedans. Non, parce que quelqu'un qui dit, j'ai pas de téléphone, chaque fois qu'il dit j'ai pas de téléphone, il milite dans le fond. Il n'y a rien à faire d'autre que de ne pas avoir son téléphone. Quelqu'un qui dit moi je fais du 3 jours semaine, il fait du militantisme juste en en travaillant 3 jours semaine. Il scintille comme exemple parce qu'il est différent des autres, on le remarque. Puis la force de l'exemple, c'est ça je l'ai expérimenté, c'est 1000 fois plus puissant que quelqu'un qui dit faut travailler moins. Lui, il n'y a pas d'impact. Ça, c'est des paroles là, que je disais, là, cette parole-là, faut travailler moins. Elle n'est pas dite dans un désert, là. Elle est dite dans une mare de monde. On travaille trop, il faut travailler moins, ça ne sert plus à rien. Il faut le faire. Puis le faire, ça va influencer des gens. Puis les gens que tu auras influencés vont en influencer d'autres.
Puis à mon avis, c'est comme ça qu'on fait un mouvement politique, c'est en posant des gestes radicaux sur sa propre vie. Puis ça, on peut le faire en plus, c'est pas démoralisant parce que c'est possible. Tu peux pas changer le monde, tu peux pas faire une révolution à toi tout seul. Moi, il a fallu que je me le dise. Là, je m'imaginais qu'on allait... Tu sais, j'avais un problème de mesure, là. J'étais comme, je suis juste une personne avec mes amis. Tu sais, on peut faire des choses. On va pas faire la révolution en dedans de 4 ans au Québec, là. Fait que... Mais c'est ça, tu sais, ça se diffuse, puis faut créer une nouvelle culture. J'aime pas ça commencer des phrases par faux, mais tu sais, on désire créer une nouvelle culture qui n'est pas celle qui nous écrase. Fait que il y a moyen de le faire, on peut le faire. Pendant que ça voyage, il y a une étudiante ici qui voulait savoir, c'est quel événement qui t'a fait prendre conscience que tu étais indépendantiste? C'est super intime, encore une fois. Là. Je pense que c'est ma mère. OK. Vraiment dans la famille, là? Ou, Ben, la transmission d'un désir qui vient de je sais pas trop où, mais... OK. Ça fait que ça fait longtemps que tu l'as... Oh oui. Ah ouais. OK. Oui. Donc, on a beaucoup parlé de votre passé, tout ce que vous avez fait, mais est-ce que vous avez des futurs projets qui s'en viennent ou quelque chose que vous travaillez dessus? Ben, la pièce de théâtre, comme je parlais tantôt, puis j'ai 3 projets de livres, un projet de film que je suis en train de travailler aussi, où tous les médias sont en marionnette. Puis, ouais, plein de trucs. Je vais redevenir une artiste travailleuse autonome, comme j'étais avant. Sur l'indépendance aussi, je rajoutais que j'étais... à un moment donné, tu sais, ça me fait tellement... Ça me dérangeait. En fait, j'étais tellement contre le pouvoir qui se concentre, puis tout le reste de la masse qui suit, que je me suis dit, OK, il faut vraiment rapprocher le pouvoir des gens. Puis je trouvais ça quand même hot qu'on ait dans notre histoire un super gros mouvement indépendantiste où on pourrait aller chercher du monde de toutes les générations, puis qui dit clairement, OK, débarrassons-nous du plus gros gouvernement. Tu sais, moi, dans mon esprit, c'est comme, on pourrait, tu sais, d'un coup, faire un vraiment gros step vers rapprocher le pouvoir des gens. Puis peut-être que le pouvoir provincial pourrait s'en aller dans les régions du Québec. Puis ça serait une étape quand même grosse pour avoir l'impression de plus... pour toucher au pouvoir comme peuple, tu sais, un peu plus. Il y avait Alexandre chez... Il y a lui aussi qui a... Oui, Alexandre. Puis, Ah, OK. Parfait. J'avais une question. Je sais pas trop comment je vais la formuler encore, là, mais c'est quand même personnel aussi. Quand je lisais ton œuvre, on dirait qu'il y a beaucoup un combat de est-ce que c'est possible d'être autant artiste que politicienne, alors que pour moi, être politicien, c'est très théâtral. J'ai fait du théâtre 10 ans. Là, poser une question avec toutes les flaflas. Là. Comment on fait pour garder cette partie-là de nous, mais aussi avoir une job plus quote-unquote, mettons, sérieuse. Comme, mettons, moi, souvent, mes parents disaient « Ah, toi, tu vas en faire ça de ta vie. » Puis c'est comme un peu difficile. Comment on gère ça? Ma mère m'a demandé jusqu'à au moins 35 ans là, quand est-ce que j'allais me trouver une vraie job. Puis là, la vraie job, c'était celle de députée. Mais elle faisait un peu malgré elle. Elle savait bien que je gagnais ma vie, mais c'est un exemple, ça. Si tu veux vivre ta vie, as-tu le goût d'avoir une vraie job? Si oui, ben go. Si ça ne te tente pas une vraie job, on s'entend, là. Artiste, c'est une vraie job, mais... C'est difficile. Mais tu sais, moi, j'y vais tout le temps tu sais, je trouve ça... J'ai l'impression que les gens sentent qu'il y a une fertilité dans leurs décisions quand ils vont d'abord vers ce qui les guide, un instinct, ce qui ont le goût, ce qui a du sens à leurs yeux, tu sais. Puis qu'après ça, ils s'organisent. Fait que, tu sais, j'irais comme de même. Puis là, si, mettons, tu manques d'argent, bon, ben tu verras, tu sais, mais peut-être que tu vas juste avoir besoin de 100$ là, ce mois-là. Puis là, tu vas trouver comment aller chercher en faisant des heures, je sais pas trop où, puis tu vas revenir, tu sais. Ou peut-être qu'à un moment donné, tu vas te tanner de ça, puis tu vas dire, ah ben, tu sais, mais décider avant d'avoir vécu, tu sais, moi, je laisserais faire je mettrais de côté les commentaires Donc, pour toi, ça existe de pouvoir être artiste en même temps, de faire de quoi de plus carriériste, mettons? Et si tu te pognes une job au-delà de 25 heures semaine, puis encore, tu vas avoir de la misère à créer parce que tu as besoin de beaucoup de temps. T'sais. J'avais un prof de théâtre qui disait l'artiste, quand il fait rien, il travaille. Il y a bien des drettistes de la radio de Québec qui l'aimeraient, cette citation-là, mais c'est vrai, c'est quand tu es comme en état de contemplation que là, tout se met à se bâtir dans ta tête. Tu dis, puis que tu es en dehors du blabla des lieux communs, tu
tu t'extirpes de la vie puis là, tu t'aperçois de choses, puis tu as envie de ramener ça vers les gens en créant une œuvre qui va peut-être leur faire ressentir ce que toi, tu as ressenti quand tu as eu cette vision-là ou cette inspiration-là. Fait que pour pouvoir faire de l'art, c'est dur, là. À moins que ce soit juste comme tu veux faire un peu de peinture, tu sais, le mercredi soir pour le fun, tu avances un tableau, là, mais... Ouais, c'est ça, c'est comme s'il faut que tu choisisses être part-time artiste si tu veux comme pas trop rusher dans ta vie. Genre. Ou sinon, ben c'est ça, c'est difficile, j'ai l'impression. Là. Ben, tu fais juste décider... Moi, la plupart de mes amis artistes fonctionnent comme ça. Ils font leur art, puis quand ils ont un sideline, parce que, mettons, il faut qu'ils fassent de l'argent, puis... mais dès qu'il y a un projet artistique, dès qu'il y a une idée, dès qu'il y a un moyen de faire financer quelque chose, ils le mettent toujours en premier, tu sais. Ils disent à leur boss, check, moi, en janvier, j'ai un show de théâtre. Là, le boss fait comme, ben, si tu fais ça, t'es dehors. Bon, OK, je me trouverai d'autres choses, Puis des fois, il y a des boss super cool qui disent, non, moi, je comprends ça. OK, tant que tu me le dis d'avance. Fait que là, t'es correct pour un petit bout. Puis à un moment donné, t'as peut-être même plus besoin de la job dans la restauration. Puis là, tu sais, comme... Merci. Finalement. Dans votre essai, vous semblez encourager une forme de rébellion constructive, ou en général. Selon vous, quel est le rôle des artistes et des intellectuels dans la transformation de la société? Genre, qu'est-ce qu'ils devraient encourager réellement à faire? Je sais pas qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais ce qui est clair, c'est que moi, je vois le monde dans lequel on vit. Le monde dans lequel on vit, je parlais tantôt du capitalisme, consumérisme, travailler, productivisme et tout. On est dépendant du système économique, puis on est aussi pris dans un récit partagé qui est un peu notre grand mythe commun, qui est celui selon lequel il faut qu'il y ait de la croissance parce que théoriquement, notre confort matériel va augmenter, puis il faut qu'on produise, puis il faut qu'on consomme. Plus personne croit à ça. Tout le monde comprend que ça va dans le mur, mais c'est ça le récit dominant. J'en parle dans mon livre, il y a un penseur soviétique qui disait la même chose. Dans les dernières années de l'Union soviétique, tout le monde savait que c'était un mensonge, mais tout le monde continuait à fonctionner comme si c'était vrai parce que c'était le seul récit qui nous permettait de fonctionner ensemble. Fait qu'on est accroché à ce récit-là, on continue de travailler pour le faire vivre dans des carrières qui sont des fois étranges, puis on fait ça parce qu'il y a quoi d'autre? Je sais pas quoi d'autre. Fait que les intellectuels, les artistes, les gens qui réfléchissent, les gens qui peuvent nourrir du récit sont essentiels dans la construction d'une autre vie, comme je disais tantôt, de commencer à bâtir un autre système, commencer à vivre autrement. On a besoin de gens qui sont capables de nommer ça puis de dire, voici nous, on a envie de vivre comme ça, on a envie que nos valeurs, ça soit ceci et cela. Nos héros, nos idéaux, ça ne sera pas les mêmes idéaux que dans le récit dominant, c'est-à-dire... je sais pas, la croissance économique, le succès financier, ça va être d'autres idéaux. Ça va être quoi? Nos héros, nos héroïnes, on veut pas que ça soit ceux qui, à force de travail acharné, auront écrasé leurs compétiteurs pour se ramasser au top. On veut que ce soit d'autres types de héros. Quel type de héros? Tout ça, il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit raconté par des milliers d'œuvres, de prises de parole, de moments passés ensemble, puis des fois même célébrés par la musique. Fait qu'on a besoin de toute une espèce de chair autour de ces nouvelles constructions-là qu'on a besoin de faire. Puis les artistes là, sont là depuis, c'est parmi les plus vieux métiers au monde. Là, ça existe. Les conteurs, c'est des gens qui mettent en forme un mythe en racontant, en parlant, ils unissent les gens. Fait que on a besoin de ça dans le combat, autant qu'on a besoin de gens qui sont capables de jardiner, faire des déménagements, servir à toutes sortes de choses. Puis si des gens qui sont bons dans ça ont envie de servir une autre façon de vivre, ils peuvent tout de suite commencer à raconter leur désir, le désir qu'ils partagent avec d'autres, pour quelle sorte de vie, pour quelle sorte d'idéaux, tu sais. Donc, vous avez dit que... Vous pouvez me tutoyer, depuis tantôt, j'y pense au début des questions, puis j'oublie après. Là, mais... Donc, tu as dit que, les femmes partent avec 10 points de retard partout, donc même à l'extérieur du cadre politique. Pouvez-vous approfondir là-dessus? Je parlais, dans le fond,
du fait que quand on est ado, on se fait dire qu'on est pas adéquate, là, surtout physiquement. Puis toute la pub, puis ça, c'est une grosse portion du capitalisme, là, les petites crèmes, toutes, là, tu sais, les affaires de beauté, le linge. Tu sais, moi, j'ai appris à un moment donné, dans un magazine, que avoir des pores apparentes, c'était pas bien. J'avais jamais eu ce complexe-là avant. Puis là, à un moment donné, je fais « Ah, faut pas! » Mais c'est une pub qui m'a appris ça. Puis là, ben c'est tout le temps... Tu sais, il y a un exemple, je me rappelle plus si je l'ai mis dans mon livre, mais il y a un exemple que je lisais d'un gars qui travaillait pour une compagnie de publicité américaine. Puis il disait genre, moi, je passais ma journée à arranger le monde sur les sitcoms. Fait que là, il y avait des sitcoms, genre des séries télé. Puis qu'est-ce que je faisais? Je prenais tous les personnages féminins, je les amincissais, je lissais leur peau. C'est tourné en vraie personne, là. C'est pas un dessin animé, là. Là, je les arrangeais toutes. Ça, c'est pas, on n'est pas dans une pub, on est dans juste le programme principal. Après ça, pendant la pub, j'arrangeais les pubs pour que la couleur des petites crèmes puis de toutes les bébelles à acheter qui allaient... Tu sais, dans le fond, je passais... La série télé servait à complexer les femmes sur leur physique parce que c'est toutes des femmes impossibles qui sont dessus. Puis après ça, je te donne les solutions avec de la pub. Achète ci, ça, ça, ça. Fait que ça fait travailler beaucoup de monde, ça fait faire beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Puis c'est basé sur quoi? Sur enlever leur confiance en elles aux filles. Puis comme ça arrive vraiment jeune, parce que tous ces modèles-là sont là tout le temps, mais on porte ce manque de confiance-là de... Pendant longtemps, moi, chaque fois que je parlais, j'étais comme « Oh mon Dieu, les gens me regardent, ils voient donc tous mes défauts physiques. » Je sais que les gars aussi vivent ça, puis en plus, le capitalisme est en train de s'insérer dans la tête des gars là, solides en ce moment sur ça. Mais tu sais, c'est pas... Il y a plein d'autres aspects de la dévalorisation des femmes dont je parle pas en parlant juste de l'aspect physique. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, on a un mépris généralement pour le sensible. Tu sais, si on compare notre société, juste comparer notre société à des funérailles, puis VS, je sais pas, mais on a déjà vu à la télé des funérailles dans des pays où c'est plus, disons, émotif, sanguin. Puis là, on va voir ici, tu sais, les gens sont comme avec des lunettes noires, puis il faut pas qu'on voit qu'on pleure, puis ils bougent pas, tu sais. Puis là, t'as l'autre, genre, quelqu'un est mort, puis là, t'as des madames autour qui sont là, tu sais, puis qui pleurent. Puis tu sais, il y a, je dis pas qu'ils sont plus féministes là-bas, mais il y a clairement une dévalorisation du sensible ici. Puis le sensible, c'est quelque chose qu'on interdit par la culture aux hommes de porter. Puis donc, eux autres sont comme genre, OK, j'ai droit à 2 émotions, vouloir me battre puis vouloir baiser. Les autres, c'est non. Fait que là, ils grandissent avec ça. Puis les filles expriment le sensible, mais le sensible est dévalorisé. Fait que les gars, ils sont pas incités à aller vers le sensible. Alors que, 1, ça les grandirait. 2, ça ferait du bien à toute la société, tu sais, parce que, pour plein de raisons. Fait que je pourrais continuer là, vraiment très, très, très longtemps. Mais en gros, les attributs féminins sont moins valorisés par le récit dominant dont je parlais tantôt. Puis on a de la job à faire de résistance pour dire je m'en crisse si tu me trouves laide. Je m'en crisse si tu trouves que je pleure, c'est pas bon. Je m'en fous, je continue d'avancer, je continue de parler. Mon émotion, mon physique, tout ça, c'est pas de tes affaires. Puis moi, j'ai le droit de m'exprimer. Ça, là, ça prend du temps à bâtir cette assurance-là, tu sais. Mais ça n'enlève pas du tout, il y aurait tout un autre pan sur les dictats de genre imposés aux hommes puis comment ça les dessert aussi. Là, j'en parle pas parce que c'est moins mon expérience. Pensez-vous pas que la dévalorisation du sensible des hommes est justement faite par des femmes? Je pense qu'elle est colportée par le récit dominant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre culture qui est comme ça. Puis d'ailleurs, c'est très, très, très répandu. Là. Ça doit venir de vraiment très loin. Ça doit venir de vraiment très, très, très loin. Dans le temps, je parle. Fait que finalement, est-ce que vous avez réellement comme des points de retard ou est-ce qu'au final, ça s'équilibre avec tous les deux ayant des problèmes? C'est pas une compétition non plus, on s'entend, mais... Non, je le vois pas comme ça. Différentes. Moi, je le vois comme... je vais me répéter, mais il y a une dévalorisation de ce qui est féminin chez l'homme et de ce qui est féminin chez la femme, et ça nuit aux deux. Puis cette dévalorisation-là s'applique systématiquement aux femmes quand on les voit s'avancer dans l'espace public. Puis ça, je te parle d'une fille qui a d'expérience, qui se disait avant, moi, je suis féministe pour les autres, celles qui sont faibles. Je te le dis, là. J'ai été là, puis ce que j'ai vécu... La haine des femmes que j'ai vues émerger, que je ne voyais pas avant, puis que tu verras probablement jamais, elle existe. Puis elle est forte, elle est très puissante. Là, il y a Glory, ici, que ça fait longtemps que je vois ta main. Il nous reste peut-être pour une
Ou 2 questions maximum, là. Salut. Je voulais comme poser une question. J'avais vu à la page 122 de votre œuvre, c'était écrit que vous pensiez que les réseaux sociaux sont indispensables, sont un outil indispensable de lutte politique. Donc, est-ce que, là, je me demandais, est-ce que vous pensiez toujours la même chose? En fait, dans cette, je sais de quel bout tu parles, puis je dis, je le croyais, nous le croyons à l'époque, c'est un outil indispensable de lutte politique. Comme d'autres politiciens pensent que les médias sont c'est indispensable, il faut leur plaire pour qu'ils fassent des beaux papiers sur nous, parce que à l'époque où j'ai été députée, je suis tombée, les algorithmes des réseaux sociaux n'arrêtent pas de changer. Puis d'ailleurs, les réseaux sociaux populaires, ça change aussi. À l'époque où je suis devenue députée, Facebook venait de changer son algorithme pour favoriser le contenu clivant. Pourquoi? Parce que Facebook avait de moins en moins d'engagement. Ça veut dire que les gens écrivaient moins de mots dans Facebook, publiaient moins de choses. Ils étaient autant là, mais ils s'exprimaient moins. Or, Facebook a besoin de data pour faire de l'argent. Fait qu'il fallait qu'ils aillent chercher plus d'engagement. Ils ont dit, on va mettre de l'avant le contenu clivant pour que les gens soient outrés, puis qu'ils commentent, puis qu'ils partagent, puis qu'il se passe quelque chose. Ça a fonctionné momentanément, mais ça a aussi participé à leur perte plus tard. Fait que moi, je suis arrivée là où, genre, tout à coup, les contenus clivants étaient toujours mis de l'avant. Puis les médias traditionnels m'avaient transformé en contenu clivant au Québec. Fait que dès que je m'exprimais, s'il y avait toutes sortes de commentaires, puis j'étais tout le temps mis de l'avant. Puis j'ai bénéficié d'un algorithme un peu inconscient qui me mettait en haut, puis j'ai utilisé ça comme arme. On devrait faire ça avec ce qui se présente à nous comme possibilité quand on fait de la politique, c'est-à-dire, moi, je suis pas du tout dupe de comment les médias sont achetés ou, tu sais, au Québec, la plus grosse entreprise médiatique est possédée par un milliardaire qui a des idées politiques très, très claires, qui joue en politique, qui utilise ses médias pour favoriser les riches comme lui, etc. Mais sauf que des fois, ça peut servir dans un combat, tu sais. Faut rien s'attendre de eux. T'sais. On voit bien avec Elon Musk, c'est très politique. C'est des agents politiques. Ceux qui possèdent les réseaux sociaux, ceux qui possèdent des grands médias, ceux qui possèdent des entreprises médiatiques, sont des politiciens, à mon avis. Des gens qui font de la grosse politique. Là. Mais étant pris dans les sables mouvants de cette réalité-là, des fois, on peut faire du judo avec eux. Des fois, on peut utiliser selon les moments, les circonstances. Fait que je dis pas que c'est un élément de lutte indispensable. Moi, plus ça avance, plus je me dis que la seule place où on sera pas, où nos liens, notre mouvement ne sera pas hijacké, c'est dans la vraie vie. Mais des fois, ça peut servir. Merci. Il y aurait peut-être le temps pour une dernière. OK, je vois Zachary. Peut-être les 2 dernières. Les 2 derniers, OK, Sacha. Lui, en avant, là. Cheveux longs. Ah, OK. Dans le fond, dans le livre, à plusieurs moments, vous parlez de la phrase que ça se dit, c'est de même parce que c'est comme ça. Moi, je me demandais, est-ce que, pendant que tu étais en politique, tu trouvais que les autres personnes avec toi, peut-être des collègues ou d'autres politiciens, eux autres, ils disaient cette phrase-là parce qu'eux autres aussi, comme ils comprenaient pas pourquoi c'était comme ça, ou il y en avait vraiment que eux autres, ils adhéraient à ça puis ils pensaient qu'il faut vraiment que ce soit comme ça, ou c'était, comme tu dis, c'est de même parce que c'est de même? Il y avait vraiment les deux. Il y avait de tout. Dans l'intimité, tu sais, tout le monde est différent, puis tout le monde réagissait vraiment différemment à ça. Mais il y en a qui étaient comme, c'est ça la job, qu'est-ce que je te dis? Puis ils remettaient pas du tout en question le cadre, puis oui, mais on était là pour changer les choses, là. Tout le monde qui ont bâti le parti depuis 10 ans, 15 ans, et c'est pas ça qu'ils voulaient qu'on fasse, là, aller se mouler. Puis il y en a d'autres qui étaient comme, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est ça qu'ils veulent, on n'a pas le choix, mais ils n'aimaient pas ça. Puis il y en a d'autres qui étaient comme, faut changer ça, que ça dépendait vraiment. Ah, il s'est rajouté. Ça te dérange-tu? OK. On va le prendre. Avec 2 dernières. Vas-y. Moi, j'aimerais ça renchérir sur la question de l'importance des médias. Je sais que vous parliez de l'importance, justement, des effets psychologiques que ça pouvait avoir sur les députés et tout cela. Je veux savoir, est-ce que vous pensez que l'importance, justement, que l'image apporte des médias est rendue quasiment autant ou même plus importante que celle des politiciens en tant que tels? L'image de qui, tu dis? Des politiciens, mettons, peut-être leurs propos ou... tu dis, excuse-moi, repose la question. Tu dis, est-ce que l'importance des médias est plus importante que les politiciens, dans le fond? C'est ça, ah, OK, oui. Ça dépend qui. Tu sais, François Legault et son entourage, plus important. Tous les médias leur courent après.
ils vont couper un ruban. Tu as toute la classe médiatique du Québec qui sont là pour rien. Puis ça fait chier les journalistes parce qu'ils sont comme, pourquoi on est 15 là, à couvrir cette ineptie, genre? Mais t'as coup que le premier ministre dit quelque chose, puis que là, l'autre média là, mais pas nous. Non, il faut qu'on soit tous là, alors qu'il se passe des choses vraiment plus importantes partout au Québec. Mais ils sont comme tous. Fait que, tu sais, les ministres les plus importants, puis le gouvernement. Mais après ça, c'est clair que toute la classe médiatique, le commentariat médiatique, ça n'a juste pas de sens. Ils terrorisent beaucoup de députés. Là. Moi, j'ai connu des gens ils connaissent bien leur dossier, ils parlent de leur dossier, ils sont vraiment pas pires, puis ils sont pas nécessairement le plus inspirant, mais ils sont capables d'amener beaucoup d'intelligence, de dire attention, telle chose, puis tout à coup, ils disent un mot, comme tout le monde, là, puis là, genre, un chroniqueur reprend ça, là, ça fait 1 semaine de salissage sur 3-4 postes, puis là, après, c'est repris par du monde, ces réseaux sociaux, puis là, la personne, après, là, elle veut plus faire jamais de point de presse, elle veut plus parler, là, puis là, elle est là, à côté, avec son gars de com', puis là, dis-moi quoi dire, puis ils deviennent terrorisés. Là, on pourrait dire qu'il manque de courage, mais en même temps, quiconque a vécu ça sait que c'est pas rien. Là. C'est un petit peu comme se faire tabasser par une gang à la sortie d'un bar, mais psychologiquement. Fait que c'est dur. T'as pas nécessairement envie d'y retourner. Tu sais. Merci. Il y aurait une dernière. Merci. Je sais qu'on a touché un peu sur ce thème avant, mais comment qu'on détruit le système sans créer un autre qui est... Comment qu'on crée un système qui est... comment qu'on détruit un système sans créer un autre qui est presque pareil? Oui, bien c'est ça. Il faut construire d'autres choses. Avant de... je veux dire, détruire le système, tu vas recréer autre chose. Tu vas créer un vide de pouvoir où vont s'engouffrer des gens de pouvoir. Parce que quelqu'un de pouvoir qui aime le pouvoir, c'est de la coke pour lui, là. Dès qu'il voit une place où il peut en avoir, il saute dessus. Là. Ils sont comme ça. Fait que c'est une forme d'addiction, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais si tu fais tomber un dictateur, ou si tu fais tomber un système, ou si tu fais tomber je ne sais pas qui a du pouvoir, tu crées un vide pour d'autres gens de pouvoir. Mais si tu construis quelque chose qui n'est pas le système, qui est un autre système, ou qui est une autre forme de communauté, où il est avec d'autres valeurs, d'autres modes d'organisation, d'autres hiérarchie, ou le moins possible de hiérarchie, je ne sais pas c'est quoi. Mais tu commences à développer des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de vivre qui peuvent être très attirantes pour les gens qui sont écœurés de licher le cul du système dominant en n'ayant pas de fun puis en se demandant à quoi ça sert de vivre. T'sais. Ça peut être très intéressant pour bien du monde déprimé qui se demande par où aller. Fait que des gens peuvent se joindre à ça, puis c'est sûr que l'humain étant ce qu'il est, ça n'existe pas là, le paradis politique où enfin tous les problèmes auraient disparu pour toujours. T'sais. Ça demande une vigilance constante, puis il y a des époques moins le fun que d'autres, mais à chaque époque, on s'inspire de ceux qui ont fait des choses qui avaient du sens à d'autres époques, puis maintenant, on s'inspire aussi. Ça fait comme une espèce de nébuleuse où les actes posés par plein de monde nourrissent une histoire qui peut prendre de la place si on en prend soin, si on essaie de vivre selon cette histoire-là qui est plus positive pour nous, plus belle que l'histoire du récit dominant qui nous est imposé par le pouvoir en ce moment. Ça répond à ta question? Je suis pas sûre. Non, je pense que ça aide. Merci. OK, parfait. Merci. On va procéder au tirage. Puis après... tout de suite, OK, on peut le faire. Merci. Hey, merci à vous pour votre écoute, vraiment. Là.